Eh bien, écoute, on est tout bon. Donc, on peut faire, tu sais, comme dans les émissions de télé, qu'on s'est pas encore vu, etc. Et on fait, bonjour Clément. Merci salut, beaucoup d'être venu dans l'émission, merci ça de fait grand m'avoir plaisir. invité. Enfin, merci, t'es un petit peu Oui, t'es un petit peu Emmaüs, quand on même, est donc chez vous. merci d'être venu. Exactement. Alors, justement, c'est parfait, tu me fais des transitions toutes trouvées. Ouais, Donc, on est à Emmaüs alors? Alors, on est Emmaüs-Servas, Mhm. à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse. Donc, c'est une petite communauté Emmaüs, une trentaine de compagnons. Ok, quand même. Voilà. Donc, c'est quoi un compagnon Emmaüs? Wow. Eh ben, Qu'est-ce qu'est Emmaüs? tu me déroules tout. Un compagnon Emmaüs, c'est le statut officiel, c'est un travailleur solidaire. Donc c'est quelqu'un qui a des droits et des devoirs. C'est quelqu'un qui est accueilli à Emmaüs. Donc Emmaüs, c'est un lieu de vie. Les communautés Emmaüs au moins, parce que Emmaüs c'est une sphère assez grande, mais les communautés Emmaüs, c'est des lieux de vie où des personnes sont accueillies, où des personnes ont une activité solidaire. Donc vous connaissez Emmaüs sûrement pour la vente de vêtements, pour la vente de meubles ou pour la récupération de meubles ou la récupération de vêtements. Et en fait, cette activité économique, c'est pas l'activité principale d'Emmaüs. C'est un outil pour permettre pour permettre de proposer un accueil à des gens. Et cet accueil, il est inconditionnel. Et c'est parce qu'on ne vit que de notre travail que cet accueil est inconditionnel. On vit sans aucune subvention d'État. Okay. Donc, tous ceux qui disent ouais, Emmaüs c'est devenu cher, Emmaüs c'est une grosse entreprise. Donc oui, Emmaüs c'est une entreprise. Emmaüs Servas c'est une entreprise qui dégage 52 000 euros de chiffre d'affaires par mois parce que nous avons 52 000 euros de dépenses pour accueillir 30 personnes et 3 salariés pour faire de la solidarité à l'international, pour faire de la solidarité en local, pour faire de la solidarité en national. Donc oui, Emmaüs, on a un petit côté marchand c'est ce qui nous permet de vivre. On ne vit pas de subventions, on accueille 30 personnes par l'unique force de notre travail. Voilà. Mais je crois que c'est assez unique, d'ailleurs, en fait, parce que je connais pas d'autres associations. Alors, il y en a quelques autres, puisque à la mort de l'abbé Pierre, a été créé. Avant, quand il y avait l'abbé Pierre, les communautés n'avaient pas de statut et les compagnons n'avaient pas de statut. Okay. L'abbé Pierre était quelqu'un de tellement respecté que ce qui était en fait légalement et juridiquement parlant du travail au noir, du travail déguisé, c'est-à-dire des gens qui étaient logés, qui n'avaient pas de contrat de travail et qui avaient une allocation en fin de mois, ça c'est pas légal, donc ça aurait été on était complètement en dehors du droit. Okay. C'est même si tout ça est décent, et voire même plus décent que d'être travailleur pauvre, le statut de travailleur solidaire. Sous l'abbé Pierre, il n'y avait pas ce statut. À la mort de l'abbé Pierre, a été créé le statut d'OACAS, organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, pour encadrer les activités d'Emmaüs et pour donner un statut aux compagnons, donc qui sont depuis des travailleurs solidaires. Et donc, pour répondre à ta question, il y a Emmaüs qui, au niveau national, de fait, quand on devient communauté Emmaüs, on devient forcément OACAS. Et il y a quelques petites associations locales, petites, plus ou moins petites, mais par exemple, pas loin de chez nous, on a à Villefranche-sur-Saône l'Oasis. L'Oasis est un OACAS, c'est la même activité qu'Emmaüs, c'est le même fonctionnement qu'Emmaüs, mais ça ne dépend pas d'Emmaüs, et c'est local. Il n'y a que l'Oasis à Villefranche, et il n'y a rien, c'est pas une structure nationale. Voilà, donc il y a deux, trois entités, mais c'est à l'origine, ce statut OACAS a été créé pour permettre à Emmaüs de continuer à faire son activité. Et son activité, c'est pas la vente, c'est pas la récupération de meubles, c'est l'accueil de personnes. Et le reste, c'est un outil économique pour permettre à Emmaüs de vivre. Ok. Top la présentation. T'as vu ça J'avoue, à se roder. Je travaille là, je connais.
Mais j'avoue, mais alors c'est très cool parce que du coup tu nous as présenté Emmaüs, justement pour présenter un petit peu l'émission, parce que c'est vrai que moi j'ai manqué à tous mes devoirs par exemple, à l'inverse, tu vois. L'idée ça va être ici de faire un stream donc qui va durer grosso modo 2 heures, de discuter justement avec Clément et aussi avec deux compagnons qui sont avec nous et qui vont aussi passer et discuter avec moi pour qu'on puisse échanger justement sur la question de la migration, parce que c'est à la base donc l'association pardon. Alors, Chaton Pacifiste, c'est l'opération. Mais le nom de l'assaut, c'est pour un... Oh, mais il a toutes les réponses. Pour une convention citoyenne sur la migration. Pour une convention citoyenne sur la migration. Exactement. Qui est en train d'organiser justement l'opération Chaton Pacifiste. Donc, n'hésitez pas à envoyer des emotes de chatons pailletés, bien entendu. Et qui est en train de faire un live à Paris. Et en fait, on va les raider en fin d'émission. Après que nous, ça manque les petits chatons sur Internet. Ça manque, il n'y en a pas tellement. Sur les réseaux, c'est vrai. Donc, ils se sont dit qu'on allait en remettre un peu une couche, tu vois. Donc d'accord, ok. Et c'est cool parce que tu nous as refait un historique un petit peu d'Emmaüs, de voir qu'en fait l'abbé Pierre avait monté ça à la base, et il avait monté ça parce qu'il a constaté que malheureusement il y avait des besoins. Alors c'était en 49, la première communauté s'est créée en 49. Je vais essayer de la faire très courte. L'abbé Pierre avait acheté une très grosse maison à Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Seine, je crois, voilà. Avec son allocation de député, l'abbé Pierre était député. Cette maison était complètement en ruine, l'allocation suffisait pas. Donc tout seul, il n'arrivait pas à la rénover. Un jour, il y a quelqu'un qui lui a amené une personne, qui allait voir l'abbé Pierre, puis qui lui a dit, moi je connais quelqu'un qui s'est suicidé, l'abbé, faut que tu ailles voir. Il a été voir cette personne et puis au lieu de s'apitoyer sur son sort, il a dit à cette personne, toi qui n'as plus d'espoir dans la vie, toi qui n'as plus rien à faire, viens donc m'aider à aider. Voilà, et c'est comme ça qu'Emmaüs est né. Alors à l'origine, dans les années 49-50, les communautés étaient des communautés bâtisseuses, c'est-à-dire que soit des gens venaient vivre à Emmaüs, venaient avoir une activité alors de récupération de meubles, de déchets, de récupération d'objets dans les décharges. Voilà, chez les gens aussi, et cet argent dégagé servait à bâtir des logements à l'extérieur des communautés pour loger les familles mal logées. Voilà. Et puis du coup, en 54, il y a eu le fameux appel de l'hiver 54, l'insurrection de la Bonté. Donc l'abbé Pierre qui fait un appel radio diffusé sur la RTF et du coup c'est là qu'Emmaüs a commencé à se faire connaître. Voilà. Ensuite, l'abbé Pierre, il y a eu plein d'initiatives locales. Il y avait des initiatives locales partout en France qui ressemblaient un petit peu à ce qu'avait fait l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a fédéré tout ça. Et très rapidement, l'abbé Pierre s'est dit, mais la France c'est bien, mais la misère, elle n'a pas de frontières. Et du coup, il a énormément voyagé et il a fédéré aussi à l'international. Il y a énormément de communautés Emmaüs en Afrique, il y a énormément de communautés Emmaüs en Amérique du Sud. Il y en a un petit peu en Asie, il y en a un petit peu il y en a en Amérique du Nord, mais c'est principalement Europe, Amérique latine et Afrique. Et du coup, là est né Emmaüs International, qui est l'entité mère. Emmaüs France, il y a 138 communautés en France, il y a des entreprises d'insertion, il y a des assos luttant contre, des assos Emmaüs luttant contre la non-maîtrise de l'informatique, voilà, des choses comme ça. Donc Emmaüs en France, l'abbé Pierre, comme Emmaüs est né là, c'est une très grosse machine en France, mais vraiment l'entité originelle, c'est Emmaüs International. Et l'abbé Pierre était un internationaliste. Il a participé au mouvement pour une citoyenneté universelle. Voilà. Donc à Emmaüs, on parle de libre circulation. On n'est pas, comme j'ai pu l'entendre, des pro-migration. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, pro-migration. On est simplement pour la dignité humaine. Voilà, si on doit parler de migration, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on ne peut pas être pro-migration. Je pense que les gens ne migrent jamais ou que très très peu
par plaisir. Ou alors ça, c'est un luxe de gens qui vivent dans des pays riches, de se dire, tiens, je vais aller bosser 5 ans en Australie, 5 ans aux États-Unis, ça va être sympa. Je pense que la migration dont on parle, c'est une migration subie, due à des conditions de vie, due à plein de choses, mais on ne peut pas être ça. On est pour la vie digne de chacun là où il a envie de vivre. Carrément. Et je reste persuadé que là où on a envie de vivre, généralement, la 90% du temps, c'est pratiquement là où on est né. On peut avoir envie de voyager, on peut avoir... Donc la migration, on n'est pas pro-migratoire, on est juste pour la dignité humaine, voilà. Pour que les gens puissent vivre correctement là où ils ont envie de vivre. Ok. Ben, ce qui est carrément cool, parce que j'ai l'impression que c'est justement un axe et une façon de voir qui est jamais abordée malheureusement dans les grands médias, ou très peu, tu vois. Où justement c'est toujours en mode oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la migration, c'est terrible, quel fléau, etc. Enfin, malheureusement beaucoup, hein, évidemment on parle de CNews et puis tout ce qu'on adore, mais c'est faux, bien évidemment, hein, s'il vous plaît. Et ouais, et du coup ça fait plaisir en fait d'entendre ça, et puis j'ai l'impression que on revient juste à des valeurs ultra basiques humaines, quoi. Ouais, et puis faut aller se promener dans les communautés Emmaüs, ou ailleurs, il y a sûrement d'autres lieux. Moi je connais Emmaüs, donc c'est de ça dont je parle. Mais ici il y a 17 nationalités, 18 nationalités. Alors ça change parce qu'il y a des allées et venues. Parce qu'il faut savoir que le statut de travailleur solidaire, il n'y a pas le seul contrat, il est moral. C'est-à-dire que les gens qui sont accueillis, donc ils ont du coup je fais un petit retour en arrière, ils ont des droits et des devoirs. Le droit c'est d'être logé, c'est de pouvoir avoir le minimum vital, donc c'est-à-dire des vêtements, on nourrit les gens, on leur paye les soins médicaux. Les gens ont une allocation de fin de mois qui est qui est digne en fait, qui est de 390 € par mois. Donc les gens sont nourris, logés. Donc on est au-dessus des travailleurs pauvres. Ce que j'appelle les travailleurs pauvres, malheureusement, c'est une grosse partie de la population. À l'heure actuelle, quand on est payé au SMIC, c'est pas un salaire qui est digne. Donc Emmaüs ne va pas baisser son allocation auprès des compagnons parce qu'on estime que la dignité, elle se situe là et qu'on ne va pas niveler par le bas. On milite pour que les gens aient aient assez pour vivre dignement. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, tu veux dire qu'avec l'hébergement, la nourriture et la location, en fait, on est au-dessus du SMIC au final. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de contrat de travail. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils repartent quand ils veulent. Alors, ils peuvent partir quand ça se passe mal. Il faut aussi en parler. Bien sûr. On peut demander à la personne de dire, mais en fait, Emmaüs n'est pas fait pour toi, la vie en communauté. Parce que la vie en communauté, c'est pas simple. Et c'est plein de contraintes et ça demande... mes collègues en parleront tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui au quotidien peut être lourd. Et il y a des gens qui sont faits pour et d'autres qui ne sont pas faits pour. Voilà. Mais ça, la plupart du temps, ça se passe très très bien. Et du coup, les gens peuvent rester le temps qu'ils souhaitent à Emmaüs. Ils peuvent rester la vie entière s'ils le souhaitent à Emmaüs. Voilà. Donc, tout ça pour dire je sais plus quoi. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Il y avait une phrase au début, j'étais revenu là-dessus pour dire quelque chose, mais je sais plus ce que c'était. Mais oui, pour dire que 17, 18 nationalités parce que les gens vont et viennent à Emmaüs, voilà, parce qu'on a des sorties. On a plein de sorties, positives de gens qui partent pour, notamment de personnes, de migrants qui arrivent à être régularisés et qui, dans les 2 mois, dans les 2 semaines, dans les 2 jours et même des fois avant d'être régularisés, ont déjà des promesses d'embauche à l'extérieur. Enfin, ils trouvent du travail plus que facilement. Le logement, c'est un petit peu plus compliqué quand on démarre dans la vie sans fiche de paye et tout, parce qu'Emmaüs, il n'y a pas de... la fiche de paye, c'est un relevé de cotisation, ça fait pas foi auprès des bailleurs sociaux. Mais en tout cas, au niveau du travail, au niveau de l'intégration par le travail, c'est super facile. Emmaüs, c'est un lieu où les gens
vivent de leur travail, du travail qu'ils fournissent. La communauté vit du travail qu'on fait en commun. Et du coup, la valeur travail, elle est déjà importante. Et les gens, ils se lèvent le matin, ils participent à une activité, ils y vont avec la pêche, et du coup, voilà. Ok. Parce que oui, en fait, toute l'idée de ce que tu nous expliquais, j'ai l'impression que c'est vraiment d'être autonome, aussi bien au niveau de la structure, c'est-à-dire de vraiment produire le travail qui permet finalement de gérer tout ça. On est autonome, oui ou non, on dépend des dons des gens. Oui, il y a donc aussi les dons à Emmaüs, donner à Emmaüs. Non, enfin donner à Emmaüs quand vous pouvez, donner à Emmaüs, bien sûr. Mais oui, on dépend d'une chaîne de générosité qui est à l'origine celle par le donateur et à l'autre bout l'acheteur solidaire. Voilà. Et au milieu, il y a nous, et nous, du coup, ça nous permet de dégager un chiffre d'affaires qui nous permet de faire vivre, la structure, de faire de la solidarité. Là, on est en train de faire un conteneur de mutualisation de dons qui va partir au Bénin, parce qu'il y a des communautés en Afrique. Donc, on prend certains de nos dons, on dit ça peut être vendu ici, mais ça peut aussi être vendu au Bénin. Voilà, on donne pas d'argent forcément au Bénin. Ce dont ils ont besoin, c'est de matière pour vendre, du matériel à vendre pour pouvoir faire vivre leur communauté eux aussi. Voilà. Ok, donc dans cette même logique-là, parce qu'après toutes les communautés vivent à peu près dans la même logique. Ouais, c'est le principe de construction des. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Alors après, le statut OACAS, il est franco-français. Ouais, j'imagine. Je connais pas tous les statuts de chaque pays, mais des fois les gens sont logés à l'extérieur, des fois ils sont logés à l'intérieur. Enfin, ça peut varier un petit peu, mais le principe reste quand même grosso modo le même. Voilà. Ok. Et en même temps, vous faites solidarité à l'international entre communautés aussi. Entre communautés, on le fait en local entre communautés. On le fait avec beaucoup d'assauts, local aussi. On fait du dépannage social quand les gens ont besoin de meubles, de matériel pour redémarrer dans la vie ou pour démarrer tout simplement localement. Et quand un travailleur social vient nous voir en nous disant on a besoin de meubles, on est là pour ça aussi. Voilà. Donc on essaye de répercuter cette chaîne de solidarité, que ça soit auprès de la communauté Emmaüs, auprès de personnes, auprès d'autres assos. Ok. D'accord. On me pose une question dans le chat qui est tout à fait pertinente parce que tu y as accordé un soin tout particulier quand justement on a commencé. Ouais. C'est qui la dame à côté de l'abbé Pierre? C'est Lucie Coutaz. On a placé les tableaux en fait exprès justement. C'est ce que tu m'expliquais. Ouais, en fait l'abbé Pierre, tout le monde connaît l'abbé Pierre. Enfin, j'espère qu'il continue à être connu même dans les générations qui font des lives sur Internet. Et la dame à côté, c'est Lucie Coutaz. C'était sa secrétaire. Elle était un petit peu dans l'ombre de l'abbé Pierre. On essaye de la placer toujours à côté. Alors, il faudrait qu'on trouve un grand poster de Lucie Coutaz. Mais en fait, voilà, sans elle, c'est toujours les femmes de l'ombre. On les connaît jamais, malheureusement. Voilà. On parle toujours de grands hommes, mais il y a aussi des grandes femmes. Et du coup, Lucie Coutaz, c'est elle qui gérait le côté financier, parce que l'abbé Pierre, il était très généreux. Mais des fois peut-être un peu trop, et je suis pas sûr que sans elle, Emmaüs existerait encore. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression que du coup, il porte un regard très amoureux, vu qu'on a passé les tableaux comme ça. Je crois qu'il en a parlé, ouais, mais bon, ça après, c'est tabou. C'est ça, c'est ce que je m'avais dit en off, je me suis permis, pardon, on n'en dira pas plus. Pour tous les secrets de l'abbé Pierre, disait des biographies, j'imagine, des trucs dedans. Ah ouais, non, mais je crois qu'il en a parlé dans une biographie. Il en a parlé quand même. Ouais, je crois qu'il a dit que relativement public alors, c'est cool. Ok, et trop bien, parce que du coup tu nous as présenté un petit peu tout ça, et du coup, alors j'imagine que c'est impossible à faire, mais je vais quand même te demander de le faire. Est-ce que tu pourrais dire grosso modo quel est le parcours de quelqu'un justement qui est en migration et qui arrive à Emmaüs? Il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas de parcours type, l'arrivée elle peut se faire... Juste une petite aparté, c'est tabou, mais Emmaüs c'est 100% laïque, c'est pas religieux, c'est tabou par la religion. J'avais pas pensé. Pierre était un prêtre, mais en tout cas Emmaüs est une structure 100% laïque, voilà. Précise aussi. Ouais. Okay. Donc pour revenir à la question, non, en fait il y a pas de parcours type. Il y en a qui arrivent de pays pas très lointains, qui peuvent arriver en voiture. Il y en a qui arrivent en avion avec des visas touristiques,
quand leurs moyens le permettent. Et puis il y en a qui arrivent en canot, en passant par les centres de rétention de Libye, qui sont financés par l'Europe, qui sont nos frontières, qu'on exporte à l'extérieur. Donc c'est des camps de... Je pense qu'à une autre époque, on aurait presque appelé ça des camps de travail, des camps d'extermination, pas d'extermination, mais au moins des camps de travail. C'est nous, c'est notre argent, c'est nos impôts qui finançons ça avec Frontex. Yes. Et c'est par là que les gens passent. Voilà. Enfin, moi, je l'assume pas du tout. Je suis pas très. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Puisque Frontex, pour résumer, puis parler un petit peu justement de cette horreur, ce que j'avais découvert ça, je crois, avec des reportages bruts et des documentaires où ils expliquaient que oui, effectivement, c'est de l'argent européen investi dans des espèces de milices. Oui, c'est ça. En fait, on va pas gérer. Pour freiner le flux migratoire, on demande à des structures de gérer la frontière à l'extérieur de nos frontières. Oh là là. Voilà. Ce que fait l'Angleterre avec la France, d'ailleurs, et puis Calais. Mais nous, on le fait aussi énormément sur 2-3 ans. Il y a 2-3 points géographiques où on est financeur d'horreur. Oui, parce que du coup, on paye d'autres pays pour faire ça. Tu disais justement en Libye. Alors, on paye, oui, il y a des accords. Alors, les enjeux de l'accord, exactement, oui, il y a de l'argent, il y a aussi des flux migratoires en jeu, il y a tout un tas de choses qui est en jeu, oui, pour exporter nos frontières, pour faire en sorte que les gens restent à l'extérieur des frontières européennes. Oui, parce que là, on est même à un niveau européen, c'est-à-dire qu'en fait, en France, dans l'idée, tu peux passer de la France à l'Allemagne, il n'y aura pas de douane, sauf douane volante. Ouais. Et donc, en fait, la difficulté, c'est même de rentrer en Europe, en fait. La difficulté, c'est de rentrer en Europe, mais pas que, parce que les flux migratoires, ils sont connus. La difficulté, c'est de rentrer en Europe, puis après, c'est par exemple de passer de l'Italie à la France. C'est quelque chose. Alors, en plus de la montagne, qui est déjà pas cool, nos gouvernements mettent en place des brigades. Il y a encore des frontières, nous, avec, j'allais dire, nos têtes, on n'est peut-être pas contrôlés, mais quand on vient d'Afrique de l'Ouest, passer d'Italie en France, on est beaucoup plus facilement contrôlé. Et puis là, même le droit international n'est pas respecté. Normalement, quand on met le pied dans un pays, on est censé pouvoir poser une demande d'asile. Si vous connaissez un petit peu Cédric Héroux, qui a monté une communauté Emmaüs, il se bat juste pour que les gens qui passent du côté à la Roya, qui passent du côté français de la frontière, puissent aller jusqu'à la préfecture poser une demande d'asile, puisque jusqu'à maintenant ils sont récupérés par les pelotons de gendarmerie, ils sont renvoyés en Italie. Ah oui, l'idée c'est de même pas les laisser en fait faire les premières démarches, quoi. Tout à fait. Il y a eu plein de tentatives. Alors celle-ci, c'est récurrent, ça se passe comme ça. Il y a eu passé un moment des directives gouvernementales demandant aux centres d'accueil de primo-arrivants, donc les gens qui viennent d'arriver sur le territoire, de classer les migrants. Donc ceux qui avaient le droit de poser une demande d'asile et ceux qui n'avaient pas le droit. D'ailleurs, alors je sais plus le nom du bateau qui est arrivé et qui a récupéré dernièrement, il y a quelques mois, là. C'est l'océan. C'est l'océan. Océan quelque chose. Ouais. Qui a récupéré. On entendait notre cher ministre Darmanin dire nous verrons. Il savait déjà qui pouvait poser des demandes d'asile. C'est même pas qui avait une demande d'asile acceptée ou pas, puisqu'en théorie ça devrait être ça, parce que tout le monde a le droit de poser une demande d'asile. Dans son discours, c'était nous avons déjà classé qui a le droit de poser une demande d'asile et qui n'a pas le droit. Mais les journalistes laissent dire ça. C'est. Il est déjà en train de bafouer le droit en disant ça, quoi. Mais il le fait au quotidien. Oui, moi ça. Moi, je suis étonné en fait. Et il le fait au quotidien, mais oui, il est.
C'est dans le discours déjà, mais non, tout le monde a le droit de poser une demande d'asile. Elle est acceptée, elle n'est pas acceptée. Il y a des lois. On est d'accord ou pas avec ces lois. Moi, j'aimerais qu'elles changent parce que je les trouve déjà trop dures. Mais là, on ne permet même pas à la loi de s'appliquer. C'est-à-dire que les gens arrivent, on ne leur propose même pas de poser une demande d'asile. Il y a déjà ceux qui ont le droit de la poser, ceux qui n'ont pas le droit de la poser. Et il y a quelque temps. Les gouvernements, les directives ministérielles demandaient aux centres de primo-arrivants de commencer à classer, puis de dire ben non mais vous venez de tel endroit, donc la demande d'asile vous la posez pas. C'est vrai qu'après dans les faits, une demande d'asile, il y en a très peu qui sont acceptés. Il faut venir de certains pays dans certaines conditions. Mais les gens ont le droit de la poser. Ouais, bah carrément. Voilà, et puis, oui, ce que tu dis, malheureusement, c'était le discours horrible qu'on entendait quand il y a eu la guerre en Ukraine et que les Ukrainiens arrivaient et qu'ils commençaient à faire un comparatif sur les bons et les mauvais migrants, etc. Enfin, il l'a fait notamment quand on parlait d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français. Quand on pose une demande d'asile à l'heure actuelle, quand elle est refusée, la plupart du temps, on a une OQTF. Une obligation de quitter le territoire français. Darmanin, dernièrement, alors c'est vrai qu'il y a des faits divers que les journaux s'empressent de relayer et en parlent pendant des mois. Donc quand ce fait divers concerne une personne qui avait une OQTF, ça classifie vite. Et Darmanin avait repris ça en disant nous serons bons avec les bons et nous serons méchants avec les méchants. Et en gros, ce qu'il disait, c'est non, mais quelqu'un qui a une OQTF est un délinquant. C'est ce qui est en train de se dessiner dans la nouvelle loi asile-immigration, c'est de mettre les personnes qui ont des OQTF sur les fichiers de personnes recherchées, donc en faire un délit. Alors qu'une OQTF, c'est juste, on a demandé, on nous dit non, et bon, on a traversé une mer, on a traversé des montagnes, on a traversé des pays, on a traversé des déserts. C'est pas un non qui va nous faire rentrer chez nous. Donc, ne nous étonnons pas que les gens, quand ils reçoivent un papier avec marqué obligation de quitter le territoire français, ils restent ici. Je veux dire, les gens ont vécu tellement de choses qu'il va falloir être un petit peu plus fort qu'un simple envoi de papier. Je donne pas des idées, mais oui. Mais ils les ont, les idées. Ils n'ont pas les moyens parce que pour plein de raisons. Ils n'ont pas les moyens parce que il y a aussi un débat qui est complètement. Il y a du travail au noir, on le sait, et il y a des secteurs, des pans entiers de l'économie qui fonctionnent grâce au travail au noir. Et puis c'est quand les gens sont régularisés, c'est des travailleurs qui font tourner les boîtes, demander aux restaurateurs, demander aux gens des bâtiments. En fait, il y en a besoin. Enfin, il y a besoin de main d'œuvre, de gens, de gens qui viennent là pour travailler, parce que les gens viennent là pour travailler, viennent là pour s'intégrer, ils viennent là pour avoir un métier, pour gagner de l'argent, et ils sont motivés, et ils viennent pas là pour se faire soigner, ils viennent pas là pour toucher des allocations ou parce que ils savent même pas ce que c'est quand ils partent. Non. Donc je sais même pas s'ils savent où est la France. Enfin, si, parce que quand on vient d'Afrique de l'Ouest, on a des rapports particuliers avec la France. Mais quand on vient d'Afrique du Sud, quand on vient de la France, c'est loin. On part, voilà. Ouais, carrément. On nous dit aussi dans la restauration qu'il y a des gens aussi pas mal, et qu'il y aurait moins de 100 000 demandes d'asile acceptées chaque année au final. Alors les chiffres, je les connais pas. Oui, ça se peut. Ça me paraît pas 100 000. Je sais pas. Je sais qu'il y en a pas beaucoup. Que ça, de toute façon, les demandes. Ah oui, les demandes d'asile moins de 100 000, oui. Après, il y a des titres de séjour, c'est-à-dire que la personne arrive, elle pose une demande d'asile, c'est-à-dire elle demande l'asile. Elle demande la protection de la France. Après, quand si la personne, on lui dit non pour l'asile, elle reste en France la plupart du temps, et au bout de quelques années, quand on fait preuve d'intégration, on peut obtenir un titre de séjour. Mais ça, c'est l'exception. D'accord. Voilà, c'est marqué comme ça, c'est à titre exceptionnel. La régularisation sur le territoire. Voilà. Donc il y a un amendement Emmaüs, quelqu'un qui reste 3 ans en communauté peut se faire valoir
peut avoir un titre de séjour à la discrétion du préfet. Parce qu'on estime que 3 ans dans une communauté, il faut se lever tous les matins à 8 heures, il faut bosser, il faut vivre en communauté, il ne faut pas avoir de parole, pas de parole. On ne demande pas à quelqu'un de partir pour des pages. J'allais te parler de racisme, de vol, voilà, il faut être droit, il faut. Emmaüs, c'est dur, et puis parce que c'est une vie en communauté, et que les règles en communauté, pour qu'une communauté de 30 personnes fonctionne avec des lieux communs, avec il y a une réalité, c'est que les gens, c'est des chambres de 15 mètres carrés, tout le reste c'est du commun, il faut quand même des règles pour que ça marche. Voilà. Mais ça marche, ça marche bien. Mais du coup, les gens qui sont là, au bout de 3 ans, ils sont intégrés. Enfin, oui, nous on estime qu'ils sont intégrés, il n'y a pas de souci, même avant d'ailleurs. Et c'est quoi être intégré d'ailleurs? Parce que être intégré, j'espère au moins que c'est pas perdre sa culture. Ça serait dommage. Oui, carrément. Voilà. Oui, et puis j'ai souvent l'impression qu'en fait on réclame plus aux gens qui arrivent que même aux Français, des fois, qui n'ont pas la moitié des connaissances qu'ils demandent. Parce que je crois qu'il y a une espèce de. C'est pour la naturalisation. Pour la naturalisation, mais moi je l'ai pas eu. J'ai essayé le test, j'ai échoué. Je sais pas réussi à la passer. Trop dur. Ils m'ont demandé le président, j'ai dit non. Non. Je fais non, je dirais pas. C'est ça. Non, mais si tu connais tes 3 couplets de la Marseillaise, il faut en connaître 3. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être vite fait le début, mais c'est chaud, c'est chaud. On nous dit Océan Viking, l'opération. Ocean Viking, c'est ça. C'était ça. Mediapart a sorti un article récemment dessus pour montrer que de toute façon, Beauvau délivre plein d'OQTF qui sont pas suivis, entre autres parce qu'ils en donnent à des gens qui ne peuvent pas expulser. Tout à fait, parce que pour expulser quelqu'un, il faut que le pays d'origine accepte le retour de la personne. Voilà. Un problème de micro ? Ah pardon, j'ai mis la main. Pas frotter la main dessus, alors on n'a pas l'habitude d'avoir des micro-cravates. Et du coup, on a entendu ce que j'ai dit ou pas ? On a entendu frotte. D'accord, c'est exactement ce que je disais. Ça correspond. Non, oui, donc faut que le pays d'origine accepte de recevoir de nouveau la personne. Donc il y a certains pays avec qui il y a des accords, et puis il y a certains pays, alors je les connais pas parce que je suis pas bon en géographie, et puis j'essaye de pas trop m'attacher à d'où viennent les personnes. Mais oui, et puis en fait c'est des moyens financiers énormes. Les gendarmes, je suis pas gendarme, mais je pense qu'ils en ont un peu marre de faire ça. C'est pas très fun pour eux, donc je suis pas sûr que ce soit une vocation. Peut-être quand on bosse à la PAF, la police de la défense. J'ai le droit de dire du mal ou pas? Oui. Sur ce stream, fais-toi plaisir, on peut parler de la brade. C'est un autre sujet, on pourra en parler. C'est un autre sujet, oui, c'est juste de taper dessus. Mais oui, je pense que quand on bosse à la police de l'air des frontières, on a envie de faire la chasse aux personnes qui n'ont pas de papier. Quand on est militaire à la gendarmerie, je suis pas sûr que ça soit pour ça qu'on fasse ça. Donc ils y mettent peut-être pas tout leur cœur, et tant mieux. Quand il faut des places en centre de rétention, il y en a pas énormément. C'est marrant, ils ferment des lits d'hôpitaux, mais par contre ils créent quand même des places en centre de rétention. Mais ça, c'est un débat. Certaines priorités, j'ai l'impression, non ? Mais il y en a pas. Donc des fois, c'est des assignations à résidence, donc où la personne doit aller signer à la gendarmerie. Mais comme je disais, quelqu'un qui a franchi une mer, qui a franchi des déserts, une assignation à résidence, s'il sent au bout d'un moment que ça peut mal virer et qu'il peut y avoir un billet d'avion, en fait, ça va pas, il va se fuir. Oui, en même temps, ça paraît. Logique. On n'a pas fait tout ça pour ça. Donc oui, il y a plein d'OQTF qui sont mis en place et qui sont pas. Puis de toute façon, dès qu'on pose la personne, quand elle arrive, on essaye de faire en sorte qu'elle pose une demande d'asile. Et il y a moins de 100 000 demandes d'asile d'accepter. C'est un pourcentage très très faible. Donc tous les autres, ils ont des OQTF. Et ils peuvent pas demander à tout le monde de partir. Voilà. Sachant que d'ailleurs, justement, quel est le rapport que vous entretenez avec la gendarmerie ? Parce que je sais que vous les avez justement déjà croisés dans des affaires d'OQTF, justement. Comment ça se passe avec eux ? Alors, ils font ce qu'on leur demande. Ouais. C'est-à-dire que ils
ils font ce que donc notre rapport avec la gendarmerie est je vais dire bon. Ouais. Voilà. Après, ils font ce que demande la préfecture, donc tout dépend de notre rapport avec la préfecture plus qu'avec la gendarmerie. Ouais, okay. Et ce temps avec la préfecture, c'est un bon rapport de travail. Ouais. Mais on n'est pas sur les mêmes bases encore. On n'a pas réussi à les convaincre par rapport à nos idées. Donc dernièrement, on a eu un jeune qui à l'heure actuelle a 25 ans, qui s'est vu refuser son titre de séjour. Ça faisait 3 ans qu'il était à Emmaüs, parce qu'à 18 ans, il a utilisé des faux papiers, il a acheté des faux papiers pour pouvoir travailler. Il a payé, il a été jugé pour ça. Et la préfecture nous dit il a un casier judiciaire. Oui, il a un casier judiciaire. Mais pour nous, c'est juste vole une pomme pour manger, quoi. C'est pas un crime. Des faux papiers pour travailler. Des faux papiers pour travailler. Voilà. Ouais. Et du coup, on est en pleine discussion avec eux par rapport à ça. Okay. On espère que ça va bien se finir pour lui. Voilà. Après, on arrive à travailler quand même, on va dire plutôt bien avec la préfecture, mais on n'est encore pas sur les mêmes lignes politiques. Oui, mais la préfecture est un organe de l'État et on a bien compris qu'on n'était pas sur la même ligne politique que notre gouvernement. Ouais, tu m'étonnes. Carrément. Je regarde juste combien de temps. On a commencé vers quelle heure à peu près, juste pour savoir combien. Autour des quarts. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps, où je fais mal mes calculs. Pardon. Tu peux faire... Oui, voilà, c'est pour que tu fasses mettre du temps, mais on a encore le temps. Je regarde si les gens disent des trucs dans le chat. Comment on peut soutenir Emmaüs ? C'est une très bonne question. Alors, comment on peut soutenir Emmaüs ? J'ai le droit aussi de dire du mal d'Emmaüs France. Tu dis du mal de ce que tu veux, t'as le droit d'être critique même. Ouais, alors comment soutenir Emmaüs ? Il y a Emmaüs France, un appel à générosité du public qui a été lancé pendant le Covid, où on vous demande d'envoyer des gentils petits chèques. Okay. Donc ne faites pas ça. Nous, on vit de notre travail. Comment soutenir Emmaüs ? Il y a plein de solutions. Les premières, c'est de venir à Emmaüs. Si vous avez des objets et que vous avez les moyens de ne pas les vendre sur Vinted ou sur le Bon Coin, et que venez les donner à Emmaüs, venez acheter à Emmaüs, venez vous promener à Emmaüs, venez discuter avec les gens à Emmaüs, et une fois que vous avez fait ça, parlez d'Emmaüs. Voilà. Okay. Et je pense que ça, c'est énorme. Non. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un réel besoin justement à ce que les gens se rencontrent, etc. Parce que les gens... naïvement. Ouais. Ah oui, on adore. C'est important de se rencontrer, de discuter. Emmaüs, j'étais dernièrement à une formation de jeunes moniteurs éducateurs, et quand on leur demande ce qu'est Emmaüs, ils disent c'est un truc de seconde main. Donc oui, on a besoin que les gens se rencontrent. Déjà, en général, dans la société, si les gens se rencontraient plus, il n'y aurait peut-être pas ces débats sur la migration. Déjà, mais rien que ça, tellement, au lieu de parler de chiffres, de rencontrer des gens. De mettre des gens derrière et de se dire, mais en fait, mais c'est ça un migrant, mais en fait, c'est mon voisin, et en fait, il est cool. Voilà. Et puis que les gens viennent à Emmaüs, parce que les gens, je pense qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'Emmaüs. Ils ne savent pas que quand ils viennent acheter Emmaüs, en fait, l'argent c'est acheté pour un projet social qui était le projet social de l'abbé Pierre. Voilà, donc c'est venir à Emmaüs, alors acheter, oui, bien sûr, acheter, donner, mais aussi en parler et puis faire connaître le projet social d'Emmaüs. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Ouais, parce que ce que tu disais au tout début, au final, c'est que votre activité, c'est pas récupérer des meubles et les vendre. Non, ça c'est un outil économique. Ouais. Alors s'il y a des comptables, c'est très marrant parce que ça a changé avec les nouvelles lois comptables malheureusement. Ouais. Mais avant, quand on présentait un bilan d'Emmaüs, dans l'activité, produit d'activité, il y avait 0. Parce que l'accueil, ça rapporte pas. Et en dessous, il y a toujours une ligne qui s'appelle autre produit de l'activité. Donc c'est-à-dire quelque chose annexe à l'activité, et c'est là où on mettait tous les chiffres des ventes.
Donc il y avait 0, et puis derrière il y avait un chiffre énorme qui correspondait à la vente. Mais le produit de l'activité était de 0, parce que l'activité à Emmaüs, ben, elle rapporte pas. L'activité, c'est l'accueil. Et c'est dommage, je trouve que cette loi comptable ait fait transformer ça. Moi, je trouvais que c'était un peu assez symbolique de dire, de montrer à des comptables, hein, des purement des mecs qui respectent des règles et tout, de leur dire non, notre activité, c'est zéro. Ah, mais tu peux pas, regarde l'argent et tout, vous vendez des trucs, pourquoi c'est pas là? Non, nous, notre activité, c'est pas ça. Voilà. Carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit, que tu voulais rajouter justement sur le sujet de la migration, sur justement, presque même, j'ai envie de dire, d'ouvrir sur l'avenir, de comment tout ça va se passer, et que Ah et ouais. Alors il y a la mauvaise truc, c'est si la loi passe, qu'est-ce que ça risque de donner déjà, et puis si la loi passe, qu'est-ce que ça peut donner? Rien de plus, parce que de toute façon, quand je sais pas si on peut faire pire que maintenant. J'allais même dire, même si des prochaines élections se passent encore plus mal que les dernières, je sais même pas ce qu'on peut faire de plus, parce qu'en effet, de toute façon, il y a des gens qui sont pas expulsables, on n'a pas les moyens financiers, puis personne ne les trouvera pour expulser plus. Le matraquage médiatique, je crois qu'il y est déjà. Je sais pas, peut-être que ça sera pire, mais j'ai du mal à l'imaginer. L'avenir, non, mais je crois en l'avenir. Les gens vont se réveiller. Ils vont, je sais pas, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Je préfère pas y penser en fait, peut-être. Ouais, tu m'étonnes, Voilà. cette partie-là carrément, mais c'est pour ça que j'allais enchaîner avec, à l'inverse, comment on pourrait améliorer les choses. Comment on pourrait améliorer les choses? En se rencontrant. Voilà, on l'a dit, hein, je pense que c'est de venir voir, c'est de les gens qui sont qui ont peur, on va dire, on va appeler ça comme ça. Je pense que c'est des gens qu'on pas rencontrés. Enfin, il y a un petit village, hein, j'étais me promener la semaine dernière qui s'appelle Cerdon. Oui, je vois. C'est magnifique, Cerdon, c'est beau, mais c'est loin de tout. C'est pas un espace porteur de travail. C'est pas un espace où il est facile de passer inaperçu. Ouais. Donc il n'y a pas de migrants qui viennent se cacher à Cerdon. Ok. Comment Cerdon peut voter pour un maire qui soutient Zemmour? Parce que justement, il connaît pas les gens, quoi. Je comprends qu'il y ait cette impression on a fermé nos services publics, on a fermé nos commerces de proximité, mais où part cet argent? C'est parce qu'ils aident d'autres. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas parce que c'est pas les plus pauvres qui sont la cause des maux des campagnes et des villes françaises. Enfin, il y a le CAC 40 ne s'est jamais porté aussi bien. Ils font du pognon à tire-larigot. Le problème, il vient de là. Il vient d'une répartition, et c'est pas les plus pauvres qui sont. C'est pas. Ça paraît logique en fait. Ça fait. Je sais que c'est un discours politique qu'on entend ça, mais en fait, c'est juste logique. C'est pas les plus pauvres qui sont la cause des maux des Français qui se sentent délaissés et qui savent plus comment faire. Donc ils se trompent de combat, ils se trompent d'ennemis, et en fait c'est voulu, c'est simplement voulu. Enfin c'est une technique qui existe depuis longtemps. C'est l'ennemi constant, la guerre constante, comme dans 1984 quoi. On a toujours un ennemi et on le cible du doigt pour pas que les gens regardent le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est la répartition des richesses, c'est l'écologie, c'est ça. Et l'autre vrai problème, c'est justement d'essayer de trouver un autre ennemi. Ça fait des montées du nationalisme. Voilà, je pense qu'il faut discuter, il faut montrer qui on est, il faut donner des exemples. Emmaüs est un exemple. Voilà, il y a 18 nationalités qui vivent avec à peu près toutes les religions. On fête Noël, on fête le Ramadan, mais culturellement, il n'y a pas de prosélytisme religieux ni d'un côté ni de l'autre. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Pour moi, c'est la définition de la laïcité. C'est quand tout le monde vit ensemble avec chacun ses croyances, etc. Pas de souci, carrément. Et justement, donc plutôt une bonne idée de lancer
une convention citoyenne pour un débat apaisé sur l'immigration. Ouais, ouais. Je sais pas si tout le monde sera apaisé quand on parle de débat sur la migration, parce qu'il y en a qui sont un peu excités sur le sujet, mais nous aussi on l'a excité sur le sujet en fait, parce que on entend des choses moi j'allume plus la télé parce que ça me fait mal aux oreilles. Je supporte plus ce que les gens disent. Des fois j'hésite à discuter avec mes voisins parce que ça me fait peur. Mais je me force pour arriver à leur dire non, en fait tu te trompes. Tu te trompes, Maurice, c'est pas ça. Il s'appelle pas Maurice, mon voisin. On a changé les noms pour l'anonymat. Il s'appelle Serge en vrai, mais bon. On le dira pas. Mais je pense pas qu'il regarde. Manco demande s'il va venir sur Twitch. Tu veux dire, tu parles de Clément ou tu parles de Serge du coup? C'est marrant, il me volait toujours ma poubelle parce que je l'ai nettoyé ma poubelle et j'ai mis un autocollant pour une citoyenneté universelle sur ma poubelle. Et depuis, je récupère ma poubelle tous les jours. Il me la vole plus à chaque fois. J'en avais marre qu'on a un échange de poubelles tous les deux. La sienne était toujours plus crade que la mienne. Et depuis, il me la touche plus. Voilà. J'ai une poubelle jaune, une poubelle noire. La noire, je vais mettre Antifa 01 et puis ça passera. Voilà. Je suis sûr qu'il me laissera tranquille avec les poubelles. Il n'osera pas la toucher. Ça, c'est une petite anecdote. Voilà. Le voisinage également. Mais en même temps, je trouve ça quand même intéressant, tu vois, de se dire, malheureusement, je trouve que le combat, je sais pas si tu avais bien choisi, mais le travail commence là, tu vois, aussi. Peut-être. Alors, pas toujours, faut aussi se ménager soi-même, faut se protéger. Mais tu vois, des fois, de dire, non, Maurice, t'es con. Enfin, pas comme ça, mais. Ouais, c'est dur. Mais dire, non, mec, viens, on discute, t'inquiète. C'est dur, parce que Mais je comprends que c'est compliqué. Ouais, puis. Ça a toujours été décomplexé. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était décomplexé. Moi, quand j'allais dans les repas de famille, je pense qu'on a tous un tonton ou un cousin qui sortait des blagues racistes et machistes. Souvent, ça allait un petit peu ensemble. Il y a un paquet Donc, mais avant, ça avait lieu que dans les repas de famille et c'était de l'humour. Non, mais je suis pas raciste. Maintenant, c'est non, mais moi, je vote Zemmour et ouais, je suis profondément nationaliste. C'est un autre niveau. Ouais. C'est un autre level quand même. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail de fond justement pour faire monter cette peur et puis. Bolloré a des moyens. Et lui, on est franchement un catho intégriste raciste avec des milliards d'euros dans les poches. Qui manipule des chaînes de télé, des journaux, et du coup qui fait passer les idées qu'il veut, qui paye une espèce de menthe religieuse comme présentateur. C'est une catastrophe. Mal, c'est bien. Menthe religieuse, ça va bien. Carrément, on voit bien. Carrément. Voilà. Eh ben parfait. Eh ben écoute, on va pouvoir passer à notre prochain convive. Quelqu'un qui est motivé pour passer à la suite. Allez, c'est parti. D'accord, ça marche. Faire la caisse, c'est-à-dire les internautes n'ont peut-être pas entendu, mais il a dit je vais aller faire la caisse. Ah non, prendre la place pour être à la caisse, pour remplir la caisse. Oui, tu pars pas avec la caisse. Ah d'accord, j'ai eu peur. Merci Clément. De rien. Merci beaucoup. Et ça, si tu veux le mettre dans ta poche. Je en profite pour reprendre un petit peu le chat. Ah, tu viens avec ta chaise directement? Je crois que celui-là, il est un peu plus confortable. Mais t'as bien raison. On a fait un comparatif de chaises et il paraît que celle-ci est la meilleure. Ouais. Moi, je me suis gratté un petit coussin, tu vois. Je me suis mis bien. Ah oui, c'est bien. Je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Je peux tirer le bon choix. Ah, pas toujours. Moi, j'essaie. Mais ta chaise plus le coussin, je pense que tu serais bien. Ouais. Mais je partagerai pas mon coussin. C'est pas grave. On n'a pas les solidarités, le gars, il partage même pas. Super. Ah oui, ce que j'allais dire, merci Kelly, ouais. Parfait. Ok. Comme ça, super. Super. Impeccable. Du coup, bonjour. Pareil, comme si on ne s'était pas vu tout à l'heure. J'en profite, je refais, tu vois. Est-ce qu'on peut parler, juste avant de commencer, du débat qu'on a eu en coulisses tout à l'heure, qui était un petit peu houleux? Et je pense que les internautes ont besoin de savoir. Ça te dérange pas, je vais en parler, je suis désolé, je vais dévoiler ça. Vas-y. On m'a posé, vous avez posé une question tout à l'heure qui était absolument magnifique et à laquelle j'avais jamais réfléchi.
qui est le plus malin, je peux le résumer comme ça, Oui. entre le professeur et Scofield de Prison Break. Le professeur de la Casa des Papel, oui, mais le professeur, ça me paraissait évident. Et Scofield de la Casa des Papel, c'était... C'est quoi? C'est pas Scofield? Scofield, pas de la Casa des Papel. Ah là là, je fais des mix. Je fais des mix. La prison break. Ouais, bah je vais te laisser expliquer en fait. Et le professeur, c'est celui de la Casa de Papel. Je te remercie, mais je vais te laisser l'émission parce que tu gères mieux que moi visiblement. Tu es un vrai professionnel au moins. Et du coup, se poser la question de savoir voilà quel était le plus malin, etc. Et vous êtes parti sur des arguments qui étaient pépites. Incroyable. Bien sûr, lui, il trouvait que Scofield, ouais, il est plus intelligent parce qu'il arrivait à gérer de l'intérieur d'une prison. Ouais. Et voilà, moi, je trouve plutôt que c'est le professeur qui est le plus, qui est le plus intelligent, je dirais comme ça. Parce que c'est dans la série, il arrive à changer, je sais pas comment dire ça, mais la vie du peuple, en fait. Oui, carrément. L'opinion publique. Voilà. L'opinion publique, il arrive en fait, à le gérer, en fait. Quand la voit, en fait, il arrive à faire ça, en fait. Ouais, c'est pas tout le monde aussi qui arrive à prendre un gouvernement en otage, hein. Parce que il l'a fait. Ouais, puis, quand on regarde, je sais pas, peut-être que tu l'as pas encore vu. Alors j'ai entendu, puis on sait pas si les gens, on va faire attention au spoil. On va faire attention au spoil, mais on va pas spoiler, mais bon, ça se termine très bien pour eux. Et puis voilà, ils s'en sortent très bien. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à prendre un gouvernement en otage et puis s'en sortir indemne comme ça. Mais que Scofield, il l'a pas fait lui en tout cas. Scofield, à la fin, c'est un peu plus compliqué. Mélanger les deux, on fait un Scofield de la Casa des Papel. Ça me paraît bien. Oui, ce serait bien. Carrément, on parle là-dessus. Ouais. Donc voilà, on aura bien entendu le point de vue tout à l'heure sur El Professeur pour savoir, voilà, quand même, tu pourras défendre ton point de vue, pas de souci, on en discutera après. Ok, et du coup, à part les séries, qu'est-ce que tu regardes d'autre? On part sur un Pop Time. À part les séries, je regarde beaucoup de foot parce que j'aime le sport. Ça faisait partie de mes objectifs, mais bon, hélas, il y a eu un accident où voilà, j'ai eu l'arthrose. Ok. Et du coup, voilà, c'est le foot, c'est amateur, voilà, de temps en temps, mais le professionnel, je ne pourrais plus le faire. Ok, mais du coup, tu voulais devenir joueur pro? Oui. Ok, donc ça veut dire que tu joues depuis longtemps beaucoup? Oui. Ok, tu t'entraînes. Pardon? Tu t'entraînais Oui, je m'entraînais, j'ai fait beaucoup de sport et puis entre les écoles, parce que dans mon pays, vu que je faisais encore l'école, et interclasse et tout, entre écoles et tout, je n'étais pas encore dans un club, mais j'ai eu des propositions, mais voilà, qui étaient un peu plus loin, du coup je ne pouvais pas, voilà, du coup ça a été un rêve gâté, voilà, j'ai pas pu le réaliser, mais bon, j'ai eu pas mal d'empêchements. Ouais. Quel type d'empêchement? Alors déjà, le club qui m'ont proposé un poste, mais je pouvais pas parce que c'était un peu plus loin. Ouais. Et dans ma famille, je pouvais pas non plus sortir parce que voilà, parce que j'étais le plus proche de mon papa qui est un peu plus âgé maintenant. Ouais. Du coup, je pouvais pas l'abandonner comme ça. Tu voulais pas t'éloigner, déménager? Oui. Du coup, ça aurait été un déménagement et puis voilà, je ne pouvais pas faire tout le temps des allers-retours. Oui. Du coup, c'est pour ça que là-bas, je n'ai pas pu le faire. Et arrivé ici non plus, je ne pouvais plus parce que j'ai eu un accident sur mon trajet. Ah, d'accord, ok. Et justement, tu veux nous parler un petit peu du trajet, de pourquoi est-ce que tu es parti bref, je suis parti parce que j'avais aussi des problèmes de famille avec les autres demi-frères et tout. Ouais. Puis voilà, je me suis senti menacé. J'ai eu des menaces de moi et puis voilà, c'est pourquoi j'ai dû partir. Puis je suis arrivé là aujourd'hui. Ok. Oui, ça a été un très long trajet. Et j'ai fait pas mal de pays. J'ai fait le Niger, la Libye, l'Italie, et puis je suis arrivé en France. D'accord, ok.
Et c'était l'objectif à la base de venir en France? Non, 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 non. L'objectif, c'était pas la France, Ouais. mais c'est au fur et à mesure, quand tu es à l'aventure, tu vas où tu penses que tu peux être mieux en sécurité. Ouais, bah oui, tu Ouais. m'étonnes. Du coup, en Libye, ça ne l'était pas. En Mhm. Italie, euh, c'était plus compliqué par rapport à la différence des langues et tout. Il fallait voilà, apprendre une autre langue et tout. Mhm. Et pour moi, bah, vu qu'au pays, on parle, parce que encore de base, je suis varien de base. D'accord, ok. Et je suis varien, Mhm. pas de base, je suis varien. Ok. et, et vu qu'en Côte d'Ivoire, on parle le français, c'est la langue nationale, et Mhm. c'était plus, pour moi, c'était plus préférable de, de venir en France. Ouais. Parce que voilà, ça évite de repartir à l'école, apprendre une langue, parce que c'est encore un long trajet à faire. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes. Ouais, ouais. Déjà le français, c'est relou. Alors apprendre l'italien en plus ou en- Je l'ai appris pendant 6 mois, mais c'est pas rentré. Parce ouais. qu'à l'école, je faisais l'espagnol. Ok. Et quand j'ai commencé à apprendre l'italien, Ouais. ça se ressemble un Il y peu, a tu des bases vois. un peu Du coup, communes. voilà, j'ai commencé à tout mélanger, je me suis pas en sorti. Voilà, Hmm. Parce qu'en plus, je c'est crois qu'il y a pas mal de faux amis, des mots qui fonctionnent en espagnol oui, mais pas en italien. Donc, c'est ça. tu m'étonnes. Ok. Et du coup, t'as passé combien de mois dans chaque pays, enfin combien de temps dans chaque pays, à peu près, en Libye par exemple? En Libye, j'ai passé environ 2 mois. Ok. Mm. D'accord. Et Environ au deux bout de mois. ces 2 mois, tu t'es dit qu'en fait, c'était pas possible. Mm. Ah non, c'était pas possible. Pas du tout. Parce que là-bas, c'est un autre monde. C'est Ouais. un autre monde, c'est pas. Et ce monde-là, tu le verras jamais à la télé ou entendre à la radio. Mais non. Ok. Il y a que ceux qui sont passés par là, qui ont traversé qui ont fait ces trajets pourront te dire ce qu'il y a vraiment là-bas. Sinon, c'est pas tout ce qu'il y a à la télé ou. Non, Ok. c'est pire que ça. Hmm. Parce que je l'ai vécu. Ouais. Là-bas, j'ai laissé des amis proches là-bas Hmm. qui sont restés devant moi là-bas. Et puis voilà, Ok. Mm. Est-ce que justement, tu as été confronté à Frontex ou à d'autres C'est même plus. C'est parce que. Oui, c'est un système, mais c'est parce que tout à l'heure, Clément parlait de Frontex, mais je sais pas si c'est eux qui. C'est un système après. Mhm. Non, non, je crois pas. Parce que ouais, arrivé en Italie, c'est la police qui nous a récupérés. Ok. Du coup, je sais pas si c'est le Frontex ou pas, mais ouais, parce que je connais pas trop. C'est une association ou. Frontex, je saurais même pas dire exactement. Je pense que c'est un truc multinational, une espèce de C'est grande. un organisme, c'est Ouais. ce qui est pire. Ouais, tu D'accord. m'étonnes, oui. Et c'est eux qui s'occupent plus d'Américains, c'est ça? Bah, c'est ce qu'expliquait un peu Clément tout à l'heure, D'accord. effectivement, ouais, qu'en fait, c'est malheureusement l'Europe qui finance carrément donc un organisme pour en fait avoir des frontières à l'extérieur, s'assurer que justement les gens viennent pas après la Libye D'accord. et les blocs, par exemple en Libye, ce qu'il nous expliquait tout à l'heure, quoi. D'accord. Mais du coup, voilà, c'est-à-dire que c'est du fric que même nous en France on dépense Oui. pour bloquer des gens en Libye, quoi. Ce qui est effectivement atroce, quoi. Ça fait combien de temps que t'es chez Emmaüs? Je suis chez Maïs depuis décembre 2020. Depuis décembre 2020, ok, Oui. d'accord. Depuis décembre 2020, je suis Ok. à Emmaüs. Et avant, j'étais à Emmaüs en Annemasse. Ah, C'est d'accord. en Haute-Savoie. C'est encore une autre communauté. Et puis bon, c'est que quand tu es à Emmaüs, si tu as envie de changement, c'est Mhm. aussi une possibilité. Voilà. Tu Ok. dis, bah, là, je vais changer de ville ou de communauté. Mhm. Du coup, voilà, je suis arrivé ici. Ok. Et je suis arrivé là depuis septembre, octobre-septembre. D'accord. Ah oui, parce que quand tu dis en fait Emmaüs, c'était Emmaüs Annemasse d'abord, Oui, oui. en 2020. Et, Oui. d'accord, ok. Et j'ai fait 1 an, 8 mois là-bas. 1 an, 8 mois, ok, Oui. d'accord. Oui, Et t'as voulu changer pour. oui, bah,
juste comme ça, je voulais changement. Et aussi, il y a aussi pas mal de choses parce que je ne m'entendais pas trop avec les responsables de là-bas. Ok. En fait, ils sont trois, mais il y a un de plus où c'était plus compliqué. Ouais. Voilà, du coup, et vu ma situation, c'était un peu trop stressant pour moi. Et puis, bah, Mhm. le mieux, c'est que tu changes de communauté. Bah, j'ai changé de communauté. Et puis, bah, Mhm. aujourd'hui, ici, là, je suis très content Ah, et ah. je suis très épanoui et tout. T'es pas obligé de dire ça parce que Clément est là, hein, pas de souci, Ah, hein. Tu peux critiquer, hein. Non, il est même pas dans la pièce, en plus il est parti. Ben oui, bah après c'est ce que disait Clément, c'est-à-dire que vous vivez en communauté, donc ouais, c'est important de s'entendre bien avec tout le bien monde, sûr. Ah, bah, bien sûr. carrément, ouais. Mm. Et du coup, tu fais quoi alors à la communauté? Bah, en ce moment, je suis au meuble. Ouais. Je suis le référent au meuble et Mhm. on fait quand le meuble arrive, on fait le tri. Je trie ce qui peut être vendu, ce qui ne peut pas être vendu. Et puis bah, et on fait aussi les prix, je fais aussi la vente. Mhm. Après, souvent, je peux me retrouver au camion. Ouais. Et je fais aussi la caisse. Ah ouais, Oui. ok. Pas mal de postes, dis donc. Ah, À Emmaüs, on fait un peu de tout, hein. C'est ouais, pas, parce qu'on n'a pas vraiment de poste fixe, quoi. ouais. Voilà, quand il y a un qui n'est pas là aujourd'hui, tu le dépannes. Tu Mhm. dépannes son poste, et puis voilà. Donc finalement, vous êtes capable justement de pouvoir aider ou remplacer n'importe Partout, qui. partout, oui. Ouais, c'est cool. À part le camion, bien sûr, parce qu'on ne peut pas conduire. Bah, je peux conduire, mais Ouais. il faut un permis déjà. Oui, du coup. Alors ça, du coup, j'avais un peu fait pendant un temps. Je pense, Ici? ouais, Ah, j'étais d'accord. venu un peu aider parce que du coup, effectivement, vu que vous n'avez pas forcément le permis français, Oui, on demande à des bénévoles du coup de conduire le camion, c'est ça? oui, oui. Mhm. Ok. Et donc, par contre, du coup, tu étais dans le camion pour aller après directement chez les gens et Oui, on va chez les gens et puis bah, on récupère les dons qu'ils nous donnent et puis bah, on les ramène. Mhm. Oui, c'est arrivé, on fait le tri et puis bah, parce il y a aussi des dons qu'on peut pas, hein, on appelle ça invendable. Ouais. Oui, Alors, ouais. voilà, Mhm. qu'on ne peut pas revendre. Du coup, on, on met dans la, en fait, on les envoie à la recyclerie parce que voilà, Mhm. à Emmaüs, il y a rien qui se jette. Non. On arrive toujours à trouver une solution pour transformer en quelque chose. Mhm. Voilà, même les meubles qu'on ne peut pas vendre, et voilà, on, on les envoie à la benne et ça va à la recyclerie. Et puis, bon, Mhm. c'est pareil pour le vêtement, électro, Ouais. les jouets. Mhm. Oui, parce qu'en fait, dans les dons, on peut avoir des choses qui peuvent être un peu trop abîmées ou ce genre Oui, de choses, oui, quoi. oui, bien sûr. Ok. Alors, question très technique, très précise, mais comment tu évalues le prix d'un meuble? Parce qu'il faut quand même. Comment tu. Alors, quand je vois un meuble, parce que je regarde l'état, Ouais. parce que après ça peut être un meuble, il peut être ancien, Mhm. qui, qui n'est pas en très bonne qualité, mais c'est le meuble très rare. Ok. Et voilà, mais ça, il faut avoir de l'œil en fait pour le voir. C'est Non, non. pas, bah, même moi en ce moment, j'arrive à le faire, mais pas tous les meubles, parce que voilà, il y a certaines qui m'échappent. Mhm. Donc, voilà, après, si c'est pas un meuble ancien, imagine les meubles Ikea comme ça, on Ouais. regarde dans l'état, Ouais. si on peut l'utiliser encore. Parce que Mhm. ça ne sert à rien quand on vend un meuble, que la personne va utiliser un mois et puis après, voilà, elle n'est plus bien, quoi, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Voilà, du coup, voilà, on essaie un peu. Si on peut réparer, Mhm. bah oui, oui, bien sûr, on les répare et puis bah, on les met en vente. Mhm. Mhm. Oui, mais c'est vrai que malheureusement, les meubles Ikea, Ah, il faut- on l'utilise une fois, quoi. tu m'étonnes. On le monte une fois, si tu le démontes, bah, Euh, la prochaine fois, ça sera la dernière, Carrément, malheureusement, ça fait pas long feu, quoi. hein. Ouais. J'avoue, carrément. Mhm. Tac, je regardais juste s'il y avait des questions dans le chat, parce que Oui. évidemment, n'hésitez pas à participer si vous avez des questions aussi. On a une question avec Kelly, mais je t'écoute, Kelly. Comment ça se passe la vie en collectivité chez Emmaüs? Ah bah, Comment ça s'organise j'allais y venir après. etc. Comment ça se passe la collectivité alors? Bah, franchement, ça se passe très bien. Ouais. Après, il y a des contraintes parce que tu peux pas vivre avec. Tu peux pas vivre avec. Là, en ce moment, on a 17 nationalités différentes.
Ouais. Et tu peux pas vivre avec 17 nationalités différentes si tu fais pas de compromis. Mhm. Oui, il y a des moments où il faut savoir prendre du recul et savoir prendre sur soi-même et puis se dire que voilà, on est en communauté. Ouais. Et faut pas s'arrêter sur tous les petits détails. Mhm. Puis il y a des règles qu'il faut les respecter. Mhm. Et puis d'essayer de vivre ensemble. Ok. Parce que voilà, on est compagnons. Alors on travaille ensemble, mais ça ne s'arrête pas là. Mhm. C'est pas à partir de 8h midi et de 14h 17h que voilà, on est compagnons. On est compagnons pour jusqu'à ce qu'on arrête Emmaüs. Quand tu le souhaites, oui. Carrément. Voilà, c'est le savoir vivre ensemble, la tolérance. Puis voilà, tout le monde a sa religion, il faut savoir les respecter. Puis voilà, même si tu n'es pas de même religion que ton collègue, tu les respectes, il te respecte. Puis c'est un peu comme ça qu'on vit. Ouais, carrément. Oui. Bah, c'est comme ça qu'on devrait tous vivre, je pense. Bien sûr. Ça me paraît très carrément bien. L'organisation pratique, préparer les repas, ce genre de choses, comment ça se passe. Ah, comment ça se déroule même la vie, ouais, concrètement, ouais. Ici, c'est à la cuisine, tout le monde passe à la cuisine. Ouais. En plus, c'est aussi l'occasion pour nous, certaines qui ne savent pas cuisiner, d'apprendre à cuisiner. Ouais. Parce que vu que tout le monde passe à la cuisine, si tu ne sais pas faire, tu demandes de l'aide, mais tu es là quand même. Tu apprends aussi à cuisiner. Ouais. Et c'est 2 jours tous les 2 mois. D'accord, ok. Mais Oui, c'est déjà précisé comment ça se passe. Ça tourne en fait. Ça tourne, tout le monde a son jour de cuisine. Puis tu passes, tu fais à manger, et puis voilà. Ok. Et du coup, ce que tu veux dire, c'est que quand tu sais pas cuisiner, on te file un coup de main et après tu sais cuisiner, du coup. Bien sûr. T'apprends au fur et à mesure, quoi. Oui. Alors, on apprend beaucoup de choses à Emmaüs. Ouais, carrément. Ah bah oui. Déjà, on apprend à vivre avec les autres. Déjà, ouais. Ça, c'est bien. Et on apprend à connaître des gens. Ouais. C'est parce qu'à Emmaüs, chaque jour, tu vas rencontrer une nouvelle personne. Parce que les clients, il y a tout le temps des nouveaux clients, des nouveaux clients, des nouvelles clientes. Et il faut savoir les parler, il faut savoir, voilà. À Emmaüs, on apprend énormément. Non. Oui. Ouais, même au niveau de la relation, je vois ce que tu veux dire. Parce que finalement, oui, vous êtes souvent en contact avec du public, quoi. Ah oui, tout le temps. Carrément. Parce que même que tu sois au camion, parce que tu vas chez les donateurs, que tu sois à la vente, c'est avec les clients que tu vas discuter, que tu sois à l'accueil des dons, ou les gens qui préfèrent nous amener directement, il faut discuter avec eux. C'est partout en fait. Bah ouais, carrément. Carrément. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as rencontré justement les communautés Emmaüs? Alors, j'étais dans une comment je dirais ça? C'est une ferme. En fait, c'est une communauté, mais c'est pas Emmaüs. Ok. C'est des personnes qui ont décidé d'habiter ensemble. Ouais. Ils ont créé une association qui s'appelle la Coloquinte. Ça, elle est en Haute-Savoie. Même la semaine dernière, ils ont fait un article sur le Dauphiné. Le Dauphiné, ouais. Et tout. Franchement, c'est trop bien. Et c'est là-bas que j'étais. Et puis, et on avait une voisine à côté qui travaille à la Ligue des droits de l'homme. C'est elle qui m'a parlé de la communauté Emmaüs et tout. Ok. Bah oui, du coup, je suis allé une fois pour faire des achats, des sacs de montagne. Et puis, j'ai discuté avec des compagnons de là-bas et tout. Et puis, ils m'ont expliqué un peu le système et tout, comment ça marche et tout. Ok. Et oui, ça m'intéresse bien. C'est comme ça que je suis allé là-bas. D'accord. Parce que du coup, là où tu étais avant, en fait, enfin, quel était l'avantage, entre guillemets, de venir à Emmaüs? L'avantage, là où j'étais, j'avoue que j'étais le seul africain. Ouais. Et ça se passe très bien. Ouais. Mais quand même, il me manquait un truc quand même. Il me manquait un truc. Et du coup, à Emmaüs, j'ai rencontré
plein d'autres personnes comme moi qui ont des parcours similaires. Qui, voilà, il y a certains où on est des mêmes pays, où on a la même culture. Ouais. Voilà, je me suis senti plus en fait. Bah oui, Voilà, parce que c'est là où j'étais, ça se passe très bien. Ouais. Mais souvent, je me sentais encore seul. Ouais. Parce que voilà, au fait, ils ne peuvent pas comprendre ce que je vis en fait. Ils essaient tout le temps quand même de discuter, mais ça ne sort pas en fait. Voilà, j'ai du mal. Mais à Emmaüs, je me suis senti plus chez moi. Plus avec d'autres cultures aussi. Que l'Albanie, voilà, beaucoup d'autres. Voilà, du coup, j'ai appris d'autres cultures. Ouais, franchement, ouais. Ouais, mais je comprends le besoin de retrouver quand même effectivement des gens qui ont potentiellement un vécu similaire ou qui... T'as retrouvé justement d'autres gens qui venaient de Côte d'Ivoire? Oui. Ok. Oui. Et ici, je crois qu'on est 2 Ivoiriens. Ok. Et un troisième, mais il n'a pas envie d'être Ivoirien, c'est celui-là. Parce qu'il lui, il a 1 an Ivoirien, mais il refuse de l'avouer. Mais bon, c'est pas grave. On accueillera son témoignage tout à l'heure pour qu'il nous en parle. C'est un faux Guinéen. Non, mais ça m'a fait énormément de bien en fait. Parce que j'étais aussi dans un moment où c'était très compliqué pour moi. Je ne voyais pas dessus en fait. Mais voilà, on m'a parlé de Emmaüs et tout. Et bah oui, du coup, aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Non, trop chouette. Je vais pas te le faire. C'est ce qu'on a pu constater, effectivement. Tout à fait. Ben oui, tu m'étonnes parce que ça fait quand même... zut, je me suis perdu dans ma phrase. Que oui, du coup, t'as eu l'impression justement d'avoir des perspectives tout d'un coup, alors que... Parce qu'en fait, quand t'es arrivé en France, justement, il nous parlait du droit d'asile tout à l'heure, Clément. Et t'as pu déposer une demande de droit d'asile? Si. Ouais. Je l'ai déposé. Je suis allé à l'OFPRA. Ils ont refusé. J'ai pris un avocat. Ça n'a pas marché non plus. Ouais. Du coup, je suis resté comme ça. Ah oui, donc en plus, tu as dû payer des frais d'avocat, j'imagine? Non, cet avocat, ça a été aux frais je crois que c'est de l'État, c'est de l'OFI. Parce que une fois que tu vas à l'OFPRA et que c'est une réponse négative, tu as la possibilité de prendre un avocat. Ok. Oui, voilà. Et cet avocat, je crois qu'elle est payée par l'OFI. D'accord. Parce que voilà, je l'ai pas payé. Et c'est à partir de la CNDA que si c'est encore négatif, que tu peux prendre encore un autre avocat, mais ce sera à tes charges. Mais d'accord. Il faut prendre un autre avocat encore. Puis sans garantie, quoi. C'est une procédure qui est très longue encore. Et puis, bah, on connaît, oui, c'est beaucoup de démarches, puis on connaît la lenteur de la justice française, en fonction des cas, mais quand ils veulent faire traîner, j'imagine que ça peut être très très long, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, c'était quand t'es dans le premier endroit où t'étais que t'as fait la demande? Oui, alors j'ai fait la demande à Chambéry. Ouais. En 2017. C'est en 2017 que j'ai fait la demande à Chambéry. Après, j'ai été hébergé par un peu de droite à gauche et tout. Parce que c'était compliqué pour l'office d'héberger ou à l'association où j'étais. La SPADA 74, c'était compliqué d'héberger un homme seul, un homme célibataire. Du coup, la priorité, c'était les familles. Oui, d'accord. Du coup, j'étais comme ça à la rue. Du coup, j'ai été un peu hébergé un peu partout. Et je revenais toutes les semaines quand même à l'association pour prendre des nouvelles, mes courriers et tout. D'accord. Oui, c'est comme ça. J'ai rencontré l'association qui est en Haute-Savoie là, qui m'a hébergé pendant ma demande d'asile, mon recours à la CNDA. Oui, c'est ça, parce qu'en parallèle, malheureusement, des démarches que tu dois faire, faut trouver où se loger, etc. quoi. Bien sûr.
Ok, d'accord. Et du coup, justement, là, Emmaüs, tu dis que ça fait 2 ans et quelques que tu y es. Oui. Et ce que nous expliquait Clément, c'est qu'au bout de 3 ans, en tant que compagnon, il y a aussi une démarche particulière? Oui, il y a le statut OACAS Ouais. qui est depuis 2019, je crois. Oui. Mhm. Et à partir des 3 ans, quand tu fais les 3 ans et que tu fais une preuve d'intégration, Ouais. que tu parles plus ou moins le français, Mhm. et voilà, que tu as des projets, Ok. que tu peux demander une demande d'études de séjour. Ça peut être vie privée familiale, ça peut être salarié temporaire ou un truc comme ça. Ok. Oui. Et à partir de ces 3 ans, tu as la possibilité de faire une demande. Mais tout ça encore, ça dépend de la préfecture. Voilà. Et c'est À encore un l'appréciation dossier. du préfet. Ouais, d'accord. C'est vraiment lui qui, en dernière lecture. C'est pas parce qu'on a Emmaüs que c'est Mhm. assuré à 100% que tu vas avoir le papier. Non. Et après, il n'y a pas que le papier, ça va au-delà de ça. Ouais. Parce que voilà, c'est les activités qu'on mène, je crois que c'est énorme. Et déjà, cette activité, déjà, c'est vivre 3 ans parmi les différentes nationalités. Je Ouais. pense que quelqu'un qui le fait Mhm. est capable de vivre dans la société française. Oui. Ben, Largement, je pense. hein. Je valide Ouais. en tout cas. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Ouais, non, mais carrément. Mais encore une fois, c'est ce que moi je trouve, je sais pas le terme exact, mais horrible, relou. Prenez celui que vous voulez, tu vois, remplissez le vide. Ouais. Mais c'est que j'ai l'impression que justement, on a des exigences qui deviennent à un moment donné complètement dingues pour accepter, tu vois, un titre de séjour en plus. Donc c'est même pas en mode, ça y est, vous êtes français, bonjour. C'est un titre de séjour qui en plus, du coup, a une durée limitée dans le temps. Alors, c'est un titre de séjour d'1 an. Après, maintenant, je crois que ça peut être même 6 mois, ben, Ok. renouvelable. Ouais. Tu, tu, tu peux le renouveler une fois que tu as un contrat de travail ou un truc comme ça. Mais D'accord. c'est un titre de séjour renouvelable en fait. Ok. Donc quand même renouvelable, mais ça veut dire qu'il faut quand même repasser encore, peut-être représenter un dossier à chaque fois. Vu que je n'ai jamais Oui. renouvelé, Je suis déjà en train de te demander. voilà. Oui, Vu que je l'ai pas encore eu pour la renouveler, du coup, je ne saurais pas vous répondre, mais bon, Tu nous diras. j'espère. bah ouais, carrément, Ouais. carrément. J'espère que tu pourras nous l'expliquer. De ouf. J'espère. Parce que du coup, alors c'est ça, là, ce que tes objectifs. Mes objectifs, c'est construire une vie ici, Mhm. avoir une famille, et puis j'ai le projet. Ouais. Ouais. Et voilà, je suis pas sûr d'en parler d'abord, mais Comme tu veux. ouais, que j'ai envie de faire des projets ici. Ouais. Et ben voilà, on verra. Ah, carrément. Carrément. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat ou Kelly, j'ai l'impression? Est-ce que ça a été facile de trouver des gens pour t'aider, pour t'accompagner quand tu es arrivé en France, ou est-ce que ça a été compliqué de trouver de l'aide justement? Alors je répète juste, est-ce que ça a été compliqué du coup de trouver de l'aide ou de trouver des gens? Franchement, Ouais. je pense que parce qu'au pays, Mhm. nous, on habitait au bord. Non, ma famille habite au bord de la route. Ok. Et on n'est pas loin de l'école. Mhm. Et on a accueilli plein de monde, des gens qui venaient parce que, vu que dans notre ville, j'avais le lycée, le collège, Ouais. et tous les villages d'à côté, il n'y avait pas. Ok. Il y avait juste l'école primaire. Mhm. Et quand les enfants avaient le CP, pour entrer en sixième, il fallait qu'ils reviennent en ville pour faire l'entrée en sixième. Du coup, ils ne savent pas où aller en fait. Et du coup, on a accueilli plein de monde comme ça. Ok. Du coup, j'ai partagé mon studio avec 2 personnes pendant des années. D'accord. Oui. Ok. Et ça m'a pas du tout gêné. Et je pense que c'est bien que j'ai fait là, qui m'a été rendu en France. Et franchement, je n'ai pas vraiment été en galère sur ce côté d'aide.
par les bénévoles qui me proposent de venir dormir par-ci, par-là, qui m'accompagnent. Franchement, je remercie tous ces gens-là qui continuent. Puis, franchement, j'ai eu énormément d'aide. Puis, je remercie. C'est énorme. Ça. Après, j'ai l'impression que justement, tu vois, toi-même, tu t'es montré vachement solidaire et accueillant envers des gens, et du coup, tu as même développé le skill de la vie en communauté déjà vachement tôt, en fait. Quoi. Je pense que c'est le bien que j'ai fait qui m'a été rendu, en fait. Du coup, ça m'encourage de faire encore le bien. Et je suis de la religion musulmane, et puis c'est dit de faire du bien à ton proche. C'est ce que j'essaie de faire de mon mieux. Carrément. Je sais que tout le monde, on n'est pas parfait, mais bon. Loin de là. C'est petit à petit qu'on va y arriver. Puis, comme tu disais, du coup, apprendre à vivre ensemble, mais même à une échelle encore plus large. Bien sûr. Même nationalement, quoi. Ça serait bien. N'est-ce pas? Ravi, Eh ben, écoute, très chouette message, très joli. Moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Un grand merci à toi de nous avoir raconté tout ça et puis le joli message. On passe au dernier qui va nous expliquer pourquoi Michael Scofield est le meilleur. Merci. Parce que j'oublie pas le débat de fond, les gars. J'oublie pas. Merci beaucoup. Alors, je peux te laisser ouvrir un tout petit peu ta veste, comme ça on va mettre ça sur la veste. Tu es libéré. Tac, on va le mettre là. Je vais mettre ça dans ta poche. C'est parti. Impeccable. Voilà. Et c'est parti. Ils t'entendent déjà. C'est parfait. Je le fais. Hop. De quoi? Le cadre a changé? On va peut-être bouger un peu les chaises. Je me suis redressé, tu me dis. Est-ce que tu peux reculer un tout petit peu, merci? Bien sûr. Ah, je suis... Oui, mais parce qu'en fait, je suis comme ça après, donc t'inquiète pas, ça va se mettre. Je te dis, je me suis juste redressé. Non, mais ça va le faire. Tu me dis, je peux me décaler? Non, c'est bien. Impeccable. Alors, Michael Scofield. Ah non, il faut rectifier. Je suis pas du tout Michael Scofield. Ah, c'est pas vous? Ah, pardon. Je suis pas du tout, voilà. Bien que je le soutiens, c'est vrai. Je ne suis pas lui. Voilà, la vérité commence à arriver. Voilà, très bien. Alors, il faut justement faire la différence quand on fait la comparaison entre Michael Scofield et le professeur, voilà. Et d'ailleurs, je dis bonjour à tout le monde, voilà. Ah, c'est bien aussi. C'est toi la faute. C'est vrai. Donc, on était juste en train de discuter par rapport à ces deux personnes qui évoluent tous dans des séries différentes, mais voilà, et que pour nous, on dit vraiment il y a un point commun entre les deux. Alors, Michael Scofield, qui est de Prison Break, et le professeur qui est de la Casa de Papel, qui est une série qui est connue de tous. Bien sûr. Alors, moi, je me dis que, parce que quand on compare leur intelligence, leur façon d'être très malin, je me dis que Michael Scofield, je le soutiens beaucoup plus par rapport au professeur. J'ai jamais raison, voilà. Parce que le mec, il est dans la bande, il fait partie de la bande, il est à l'intérieur de cette prison, il n'a aucun moyen pour se défendre, il essaie de trouver les moyens pour lui-même, et c'est vrai, avant qu'il n'arrive dans la prison, il a déjà donné des directives à des personnes qui vont l'attendre à des points précis, mais il leur a donné des temps. Donc il faut qu'il s'arrange à être à temps, à l'heure. Et avec les contraintes qu'il a dans l'intérieur de cette prison, il trouve des solutions, il fait sortir combien de personnes de cette prison. Moi, je trouve que c'est une intelligence de fou, ça. Voilà. Je suis d'accord. C'est une intelligence de fou et qui est incomparable, en fait, voilà. Voilà. C'est vrai. En fait, tu préparais ton argumentaire depuis tout à l'heure. Ah, mais pas du tout, ça vient comme ça. Il y a un PowerPoint qui est projeté juste derrière la caméra. C'est incroyable. Ça vient comme ça, oui, voilà. En tout cas, vous êtes incroyablement à l'aise avec la caméra. Chapeau à vous. Ah ouais, merci. Mais très bon point. Voilà, c'est ça. En fait, après, je vais laisser mon micro, comme ça vous pourrez discuter tous les deux, argumenter, poser vos points. Ça serait impeccable, ouais, voilà. Je reviens pour une autre émission, alors. Parce que de l'autre côté, il y a le mec qui a déjà tout préparé. Il a une grande équipe, il est en train de travailler avec des personnes qui sont dans le truc. Il a travaillé des mois, tout ça, tu vois. Mais Michael Scofield n'a pas eu ce temps. Il a eu un laps de temps, voilà. Il a eu le temps de se faire tatouer sur le dos.
dos, si je peux me permettre. Le temps pour se faire tatouer sur le dos seulement, c'est pas 6 mois. Il a pas pris 6 mois. L'autre l'a pris des années, depuis sa naissance, comme il le dit. Et en plus, il a eu l'idée de son père, il a développé l'idée de son père, il a continué avec. Quand on creuse. Michael a eu son propre idée, il a continué. Ok, moi j'abandonne, je m'incline devant toi, très bien. Voilà, c'est ça. on t'a chauffé en coulisses, ça commence à monter en pression, attention. Et voilà, excellent. C'est ça. Très bien. Oui, il faut qu'on revienne sur le sujet. C'est ça, tu sais, la migration, tout ça, c'était ça le truc à la base. Ouais, à la base, c'est ça. Un peu perdu. Du coup, on va reposer à peu près les mêmes questions. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à Emmaüs? Quel a été un peu ton parcours, si tu veux nous raconter ça? Ah oui, c'est une bonne question. Ouais. Alors, moi, je suis guinéen. Donc, n'écoutez pas mon collègue qui vient de passer. Il va forcément m'assimiler à un Ivoirien, c'est pas pourquoi, il a ses raisons. Voilà. Je suis guinéen, Guinée-Conakry, qui est à l'ouest de l'Afrique. C'est vrai que c'est un pays frontalier avec la Côte d'Ivoire, mais ça, c'est au débat. Voilà. Alors, moi, je suis quitté de mon pays à cause des situations très pénibles, douloureuses. Ouais. Et je suis né dans un territoire très traditionnel. Mes parents traditionnalistes, et puis la tradition, c'est de génération en génération. Okay. Et au bout d'un moment, moi, je me suis dit que parmi cette tradition, il y en a toujours des bons, il y en a des mauvaises. Donc, il faut que les mauvaises, ça s'arrête. Parce que ça fait assez de choses horribles et moi, je ne digérais pas ça du tout. Ouais. Et là, c'est vrai que j'ai quand même osé déshonorer la tradition. Okay. Et les anciens, y compris mes grands-parents qui sont à la base de la tradition et ma grand-mère. Et ça n'a pas du tout tourné comme je le pensais. Je pensais pouvoir ouvrir une discussion à la chose, pouvoir discuter, donner des raisons, mais non, ça a tourné à l'inverse. Okay. Et ça m'a causé des violences très pénibles. À 2 tentatives, j'ai failli perdre ma vie. Et voilà pourquoi j'ai décidé de quitter mon pays. Voilà. Ok, ouais, donc menace vraiment vitale. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, comment est-ce que ça s'est déroulé? Comment est-ce que t'es parti La France n'a pas été du tout mon point d'arrivée. Je suis sorti de chez moi et je me dis que il faut changer de pays, Et tout de suite, le taxi que j'ai trouvé, je l'ai pris et il m'a conduit vers le nord du pays, à Sigiri par exemple. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. À Sigiri, c'est un très mauvais en géographie, malheureusement. Voilà, de toute façon, voilà. Je suis arrivé à Sigiri et vu que fallait partir, il fallait chercher là où je pouvais vivre de façon ordinaire, sans avoir aucune menace sur ma tête. Donc, de là, j'ai pris un autre pick-up qui était déjà prêt pour le Mali. Okay. Donc, je suis passé par le Mali. Du Mali, je suis arrivé à l'Algérie et au Maroc. Donc, Mali, Algérie, c'était des pays où je fais que des transits. Et arrivé au Maroc, j'ai passé pas mal de temps, en tout cas, oui. Ok. Environ 1 année et quelques. Ok. Voilà. Et c'est après le Maroc que j'ai pris la route de l'Europe. D'accord. Parce que du coup, au Maroc, tu as quand même pu trouver un endroit où t'installer un peu, ou trouver en tout cas... Pas du tout. Si j'avais eu ça, j'allais pas bouger de ce pays parce que, voilà, je cherchais à avoir un toit dans un pays où je peux vivre de façon ordinaire et, voilà, et plus tard... fonder ma famille et vivre ma vie, quoi, comme tout le monde. Voilà, mais chose que je n'ai pas eu au Maroc, j'ai pas eu au Mali, j'ai pas eu en Algérie. Okay. Au Maroc, je me suis dit, parce que j'ai pas passé assez de temps dans les autres pays que j'ai pas eu, donc je me suis forcé à passer au moins 1 année. D'accord. Mais j'avais une vie très bizarre.
quelqu'un qui je dormais où je pouvais dormir. Je mangeais ce que je trouvais. Et voilà, je bossais dans des chantiers avec des conditions très pénibles. Et après, je suis payé, je suis pas payé, ça c'est un autre cas. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc j'avais pas de travail, je faisais ce que je gagnais par jour. Et aujourd'hui, je peux me réveiller, on me propose de travailler dans un resto pour faire la vaisselle. Demain, je peux me réveiller, on m'embauche dans un chantier pour faire le manœuvrage. Après, demain, je peux me réveiller, je trouve un boulot de remplissage d'un conteneur, débarquer un conteneur. Après avoir fini de bosser, je peux être payé, je peux ne pas être payé. Ouais, alors déjà, oui, voilà, c'est en fonction, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Voilà. Donc, ouais. Donc c'est comme ça. Ouais, compliqué quoi. Pas du tout stable. Ouais. Et du coup, tu as décidé donc de finalement quitter le Maroc. Bah oui, je ne pouvais pas rester. Et je me suis dit, si ça n'a pas marché là, il faut encore chercher. Finalement, on peut tomber sur quelque chose qui nous va bien. C'est comme ça que j'ai décidé de quitter le Maroc et voilà, vu que j'étais sur le territoire avec des collègues qui vivaient la même situation que moi, voilà, ils m'ont proposé, on va tenter le même chemin que tentent les autres. Donc c'est comme ça, j'ai tenté le chemin d'Europe et je suis arrivé en Espagne, et de l'Espagne arrivé à Paris. Ah ouais, ok, d'accord. De l'Espagne à Paris, ok. Je suis arrivé à Paris et aujourd'hui je suis à Bourg-en-Bresse parce que arrivé à Paris, moi je ne m'en sortais pas du tout. Ouais. Je n'ai jamais eu un soutien de quelqu'un à Paris pour me proposer. Déjà, même quand tu demandes l'heure, c'est compliqué de te donner. Tout le monde est pressé. Allez-y, ici, c'est là. Donc, j'ai quand même passé, je crois, 3 semaines à Paris. Parce que, voilà, et après, je me suis dit, ok. Si ça ne va pas, il faut encore changer, comme d'hab. Voilà. Ouais, ça devient presque malheureusement la répétition. Quoi. Voilà, la répétition, il faut encore changer. Parce que si tu n'es pas la bienvenue, tu n'es pas la bienvenue. Donc, il faut changer. Donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre un train au départ, je pensais prendre un train pour Lyon. Ouais, ok. Parce que c'est la seule ville que je connaissais aussi. Et j'ai connu Lyon à travers le joueur international Karim Benzema. Ah, ok. Ouais, parce que je regarde bien le foot. Et, on a un autre passionné de foot alors ici. D'accord, très bien. Donc du coup, je dis, tiens, je vais aller sur le mec là, peut-être que lui va avoir de l'hospitalité pour moi. Écoute, on va voir. Directement chez Benzema. Et finalement, finalement, j'ai demandé de l'aide pour prendre un ticket et voilà. La personne qui devait prendre le ticket, je me souviens, c'est pas. En fait, je lui ai proposé de prendre un ticket de Lyon. Mais j'ai l'impression qu'il a pris un ticket de Genève parce que celui de Lyon n'était pas encore très proche. Je lui ai dit, de toute façon, prends un ticket. Voilà. D'accord. Il a pris un ticket. Et je suis monté dans le train et en cours de route, le train fait escale ici. D'accord. Voilà. C'est là que je comprends que c'était peut-être pas pour Lyon, c'était pour Genève ou c'était même Bourg-en-Bresse, je ne sais pas. Mais quand il a fait escale là, il y a des gens qui descendaient. Plein de bonnes sont descendus du train parce que le train était un peu resté vide. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est plus le moment de suivre aussi ou... Je dis, attention, il y a un truc qui se passe. Ok, je vais la suivre moi aussi. Ok. Je vais voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils descendent. Il y a quelque chose de spécial dans cette ville peut-être. Voilà. Tout à fait. Je ne savais même pas si c'est dans une ville on descend, c'est dans une campagne, c'est où. Je dis, je descends, basta quoi. Voilà. Donc je suis descendu et je l'ai suivi. Après je suis sorti. J'ai dit, mais les gars, excusez-moi, quand on est nouveau dans cette ville, par quoi on commence? Voilà. Bonne question. Et c'est comme ça, ils m'ont guidé. Ils m'ont dit, il faut aller voir les structures d'Aspada ici à Bourg-en-Bresse, c'est Alpha 3A. D'accord. Je suis arrivé à Alpha 3A. Pour la petite anecdote, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé combien de temps de galère? Personne ne m'a jamais proposé, même dit bonjour, c'est compliqué. Ok. Je suis arrivé, le mec n'était pas à sa place et après, il est revenu. Je suis allé m'adresser à celui-là qui était à l'accueil. Je lui ai dit bonjour, je suis nouveau, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, tout ça. Il m'a dit, bienvenue, installez-vous. J'ai dit, là, ça commence bien, là. Déjà, c'est des nouveaux mots pour moi, en fait. Depuis, on me dit, bienvenue, installe-toi. Ça, c'est des nouveaux mots. Je dis, merci. Après, il me dit, vous voulez boire du café? Vous voulez... les gars. Commencez à me parler, là. Mais attention, les gars. N'allez pas trop fort, attention. Non, attention.
Et là, je dis, merci, bienvenue. Je me suis servi une tasse de café et tout. Après, il est venu me voir. Il dit, est-ce que vous avez faim? Vous voulez manger quelque chose? J'ai dit, oh là 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 là. Tout de suite, je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que? Donnez-moi tout ce que vous voulez, bien sûr. Tout ce que vous avez, je mange tout. Mais lui, il est habitué aux personnes qui arrivent parce que c'est son boulot, il connaît bien. Donc, il connaît quoi proposer à qui, quoi. D'accord. Donc, il m'a proposé une miche de pain, super bien. Et derrière, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Une bonne boîte de la vache qui rit. Ah là là, et j'adore ça. Il a vu juste le premier coup. C'était Michael Scofield. Wow. Alors aujourd'hui, quand je parle de ce sujet, je dis, les Français, excusez-moi, c'est pas votre fromage, mais moi, c'est le mien. Donc, voilà. Ce jour-là, je me suis très, très bien régalé. Bien régalé. Vache qui rit, le pain avec le café. Et dans le café, j'ai mis le lait. Ça fait le café au lait. Oh là! Parfait. C'était le top. Voilà. Donc, en vrai, c'était peut-être la destination. Très bien. Voilà. Et c'est comme ça que je suis resté là. Ok. Ouais. Ça, c'est incroyable. Parce que c'est vraiment en mode, allez, je tente, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Et c'était il y a combien de temps, alors, tout ça? C'est pas très longtemps. Quand on dit c'était dans le mois de janvier 2022. Je suis arrivé à Paris et à Bourg-en-Bresse, j'étais là en février. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, donc en fait, c'est effectivement très récent. C'est très récent, ouais. Ouais. D'accord. Et du coup, alors comment est-ce que tu es arrivé à Emmaüs après Alpha 3A? Après Alpha 3A, il faut savoir que quand je suis arrivé à Alpha 3A, après j'ai posé une demande d'asile à la préfecture de Lyon. J'ai eu un titre, une attestation de demande d'asile. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en procédure de demande d'asile. Je suis en recours vers la CNDA. Alors, quand on est en demande d'asile, l'OFI ouvre une liste de personnes qui peuvent avoir un logement. Ouais. Et là, sur cette liste, il y a justement des priorités. On loge en priorité des nourrices, des personnes, des femmes qui sont en état de famille, des familles, etc. Mais une personne seule comme moi, c'est pas prioritaire, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Effectivement, du coup, il y a des catégories et en fait, seul, ça reste. Oui, il y a des catégories de personnes à loger en priorité. Okay. Et donc, vu que je ne suis pas prioritaire sur la liste de l'OFI, donc il fallait me débrouiller dans la ville de Bourg-en-Bresse. Dormir comme d'habitude, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai demandé à ma conseillère Alpha 3A s'il n'y avait pas autre possibilité que de rester dormir au bureau, quoi. Ouais. Donc, elle m'a dit, on va contacter des associations qui sont dans ce domaine, etc. Voilà. Et Emmaüs n'a pas été la première association qu'elle a contactée. Elle a d'abord contacté une autre association qu'on appelle Jures Welcome. Ok, je ne connaissais pas. Ouais. Jures Welcome, c'est une association qui existe à Bourg-en-Bresse et qui est sur tout l'étendue du territoire français. Ok. Voilà. Et cette association, en mois de février, la responsable de Bourg, elle n'était pas là, elle était encore en voyage. Du coup, elle a dit qu'elle rentrait en mars. Ok. Donc, il me fallait attendre de février jusqu'en mars. Et mars, quand la dame elle est arrivée, tout de suite, elle m'a proposé, elle a accepté de m'accueillir dans le réseau. Et j'ai adhéré au réseau. D'accord. Alors, dans le réseau, c'est des familles très sympas, très accueillantes, très aimables, que j'aime bien. Et voilà, je me sentais bien. Mais il y a une seule chose qui me dérangeait à chaque fois. Parce que dans le réseau, il faut passer... Tu as le droit de rester 9 mois dans le réseau. D'accord. Et en plus, 9 mois, 9 familles. Donc, chaque mois, il faut aller dans une famille. Ah, donc tu changes quand même de logement à chaque fois? Tu changes de logement à chaque fois, tu changes les personnes avec qui tu as des habitudes à chaque fin du mois, des personnes avec qui tu t'es déjà intégré à la fin du mois. Donc, ce petit changement de la fin du mois, je ne le digérais pas du tout. Ouais, j'imagine. En un mois, tu peux t'attacher aux gens, tu m'étonnes. Ça me réveillait tout un tas de trucs dans la tête et je ne me sentais pas du tout bien. Et ce qui faisait quand j'arrive dans la nouvelle famille, les deux premiers jours, c'était pas vraiment moi, quoi. Ouais, voilà.
Donc, je commençais à me lamenter un peu de ce côté, un tout petit peu, mais voilà, en étant dans le réseau. Et voilà, à un moment donné, vu que à Alpha 3A, je côtoyais des personnes, c'est là que j'ai connu un ami. Aujourd'hui, on est très amis. Je le connais Alpha 3A. Il m'a dit, parce que lui, il venait là à Emmaüs faire du bénévolat à chaque fois. Du coup, il m'a dit, tiens, moi je fais le bénévolat dans une association, ça te dirait pas d'aller voir. D'accord. Peut-être qu'ils auront une solution pour ton problème, voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Emmaüs. D'accord. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et depuis que je suis arrivé à voir, je suis là. Non. Je n'ai pas encore fini de voir. Tu m'étonnes. Ça prend du temps pour voir, dis donc. Ça prend du temps. Mais c'est ça, ouais. Il y a plein de choses à voir. Et en même temps, il y a plein de choses à voir, de ouf. Venez voir comme nous. Ouais. Dac. Et du coup, depuis, alors, qu'est-ce que tu as fait à Emmaüs? Qu'est-ce que tu as découvert? À Emmaüs, quand je suis arrivé nouvellement, j'ai été installé tout de suite dans mon studio et tout. Et j'ai été affecté, je dis affecté, mais plus fréquent aux meubles. Ouais. J'étais plus fréquent aux meubles et à Emmaüs, on n'a pas de poste fixe. Hein. On peut être fréquent dans un poste et après on peut changer. Et après j'ai changé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus fréquent à l'électro. Tout ce qui est électroménager, oui. D'accord. Alors à l'électroménager, je reçois tout ce dans quoi le courant électrique passe, quoi. Ouais, oui, c'est très large, quoi. Voilà. Voilà. Donc, après la réception de dons, je fais le tri, je teste ceux qui sont bons, je les mets à la vente. Ceux qui ne sont pas bons, je les envoie au recyclage. Et le recyclage se fait avec une entreprise de la place. Ah, ok, il y a une entreprise avec qui vous bossez. Donc, et on les met dans les bennes, voilà, on appelle ça les bennes des 3 œufs. Et puis, les bennes là, l'entreprise revient récupérer les bennes et envoyer au recyclage. D'accord, ok. Ok. C'est comme ça. Un grand cycle vertueux, du coup, de la récupération. Voilà. Etc. Ok. Ouais, c'est un cycle, ouais. Et pour toi, la vie en communauté, alors, comment ça se passe? À partir du moment où je change plus de famille, j'adore bien, ouais, j'adore, ouais. Alors, quand je le dis, je n'ai rien contre les familles dans lesquelles je suis passé, hein. C'est les familles que j'aime bien, qui sont très aimantes, et depuis là, j'ai préféré garder le contact parce que moi, je les aime bien, ouais. C'est cool. Elles sont très gentilles, elles sont très accueillantes, elles savent comment s'occuper de quelqu'un, quoi. Voilà, surtout de quelqu'un qui est dans une situation comme la mienne. Donc, du coup, moi, je me dis que c'était bien pour moi. Voilà. La seule chose qui me dérangeait, c'est que je viens à peine d'évoquer. Et à Emmaüs, je suis bien stable dans mon petit studio. Voilà. De 3/4 et j'ai mon frigo, j'ai une télé, j'ai mon bureau, voilà. C'est quand même... J'ai quand même le confort qu'il faut. C'est ça, enfin une stabilité. Et en plus, je suis au chaud. Aussi, tu m'étonnes, carrément. Donc, c'est comme ça et j'aime bien la vie en communauté, j'aime bien la vie ici à Emmaüs. Il faut rappeler, comme mes prédécesseurs ont dit, que nous sommes dans une communauté Emmaüs Servas dans laquelle il y a presque 17 nationalités. Et vivre avec 17 nationalités, il faut accepter d'autres choses et voilà. Il faut accepter, quoi. Donc, c'est comme ça. On se partage les tâches et il faut donner... C'est-à-dire il faut que les maillons forts viennent à l'aide aux maillons faibles et vice-versa. Carrément. L'entraide, la solidarité. L'entraide, la solidarité. Et moi, j'aime bien ça, c'est bien, En fait, travail en équipe, et quand tu bosses sur une activité, que tu trouves que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à appeler l'aide. Et tu auras l'aide tout de suite.
Mais c'est fou, parce que ce que vous dites, en fait, c'est des trucs tellement basiques, tu vois. Apprendre à vivre en communauté, même avec 17 nationalités différentes, ce qui est pareil, est quand même pas mal. Et en fait, c'est des règles de vie, encore une fois, j'ai l'impression dont on aurait besoin tous les jours. Et vous faites cet apprentissage-là aussi à Emmaüs, en fait. Enfin, vous l'avez peut-être appris avant, je veux dire, mais en tout cas, vous vivez dans cette logique-là, à Emmaüs, de communauté, de solidarité, etc., quoi. Ouais. En fait, la logique de base de la vie à Emmaüs, c'est, comme disait l'abbé Pierre, et les autres. Voilà. Okay. Donc, du coup, dans tout ce que tu es en train de faire, il faut penser et les autres. Quand tu travailles sur un poste, il faut penser et les autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis sur nos stands tout se négocie à Emmaüs sauf la solidarité, sauf le prix. La solidarité ne se négocie pas. Voilà. Parce que au bout d'un moment donné, on se trouvait avec des personnes qui voulaient tout le temps négocier, réduire. Et on se trouve que quand tu réduis pour une personne X et que tu ne réduis pas pour une personne Y, c'est quand même pas, l'équilibre n'est pas fait. Pourtant, à Emmaüs, on n'a pas des personnes qui viennent dans les haches en limousine pour acheter, c'est-à-dire on n'a pas de riches qui viennent là. On est tous même pied d'égalité. Voilà. Donc, si je réduis pour Paul, il faut que je réduise pour Pierre. Donc, finalement, on s'est dit, les prix mis doivent être les prix qui sont les prix vendent. Ça s'entend aussi. Donc, c'est dans ce but-là, on essaye de vivre ensemble et tout en pensant aux autres. Voilà. Mais on passe en cuisine par tour de rôle et voilà. Bon, il faut rappeler que la cuisine c'est pas mon truc, hein. Donc voilà. C'est bien de l'avouer. Il faut jamais passer quand c'est mon tour, les gars. Voilà. Oh non, c'est lui, c'est le genre qui cuisine, oh non. Donc c'est ça. Jean-Louis, faut pas passer. Alors donc, on peut commander ou non, faut pas passer. Pas du tout. Bon, ça s'apprend aussi. Voilà. Donc c'est la même question. La question m'a été posée un jour quand je discutais avec une personne qui vient tout le temps acheter à Emmaüs aussi. Il m'a demandé comment on fait pour la cuisine. Je lui ai dit on passe par tout de rôle. Il m'a dit si quelqu'un qui passe, s'il prépare bien, je dis on mange. Il dit s'il prépare mal, je dis mais on mange aussi. Dans tous les cas, on mange. Et voilà, donc quand on passe en cuisine par tour de rôle dans le mois, dans 2 mois, une personne peut passer pour 2 jours de cuisine. Ça veut dire qu'une fois par le mois. Voilà, et là, quand on finit de cuisiner, il faut penser à ceux qui sont là, penser à ceux qui ne sont pas là, et qui n'est pas là, il faut garder pour lui. Et encore plus, il faut garder un plat au frigo pour les passagers. Parce qu'on ne sait jamais, il y a quelqu'un qui peut venir après, parce qu'il aura à manger, donc il faut penser à ça. C'est pour ça qu'il est important de vivre à Emmaüs en ayant pensé et les autres. Voilà. Et puis pareil, pour être venu plusieurs fois, je sais que à chaque fois c'est en mode il y a une assiette, même si tu débarques au dernier moment. Tu débarques à n'importe quelle heure, il y a une assiette pour toi, il y a une salle de bain pour prendre la douche, il y a un WC, il y a même un petit canapé où tu peux te reposer quel que soit le moment que tu veux et tu repars quand tu veux. Excellent. Voilà. C'est comme ça. Dac. Et du coup, est-ce que justement tu as des objectifs, des projets à court, moyen ou long terme? Mes projets à moi? Pour le moment, dans mon pays, oui, j'avais des projets. Parce qu'avant que je ne vienne là, j'avais en cours la création de ma propre boîte, parce que moi, je travaille dans le BTP, dans le bâtiment. J'étais embauché par une entreprise privée et ça passait plutôt bien avec mon boss. Et voilà. Voilà. Et au départ, j'ai été embauché en tant que comptable et finalement, je me suis intéressé à la technique et puis je suis devenu chef de chantier. Et avant de quitter mon pays, j'étais conducteur de travaux. D'accord. Voilà. D'accord. Et mon but était de mettre en place ma propre structure, mais plutôt dans la décoration. Parce que quand on finissait de faire les rénovations d'un chantier ou construire un chantier, on avait un peu ce problème-là
d'avoir une main-d'œuvre qualifiée du côté de la rénovation, mettre les stores, les tapis, les moquettes, etc. D'accord. Donc, j'avais monté une boîte de ce domaine. J'ai même réussi à avoir mon RCCM, mon NIF, etc. Ok, alors là, c'est trop technique pour moi. C'est quoi les désignations? Le RCCM, le RCCM, c'est, comment on appelle, le registre de commerce et de crédit immobilier. C'est-à-dire, on appelle ça la carte d'identité de l'entreprise. D'accord. Quand tu crées une entreprise, il faut l'enregistrer dans le registre de commerce. D'accord. Voilà. Et après, il faut avoir les NIF, les numéros d'identification fiscale, qui te permettent de déclarer tes impôts, payer tes impôts, etc. Ok, merci. Donc, voilà. Merci pour ces explications. Voilà. Donc, j'avais déjà reçu les deux avant que je ne bouge mon pays avec mon déplacement imprévu. Donc, ces projets sont encore en stand-by. Je ne sais pas quand je pourrai réaliser. Ça, c'est basta. Mais aujourd'hui, mon objectif primo, c'est de pouvoir avoir une situation normale, ordinaire, comme une situation un citoyen ordinaire, et finalement me marier et construire ma vie. Mais pour le moment, ce qui concerne un projet particulier, je vais dire un projet financier, je n'en ai pas encore, je n'ai pas encore pensé. Ouais. Ok. J'ai pas encore pensé à ça. En France, pour le moment, l'objectif primo, c'est d'avoir ma vie ordinaire. Voilà. Et après, on pensera à ça. De toute façon, j'ai des compétences et je veux bien les mettre en œuvre. Ouais. Et ce que je fais déjà en étant Emmaüs, de temps en temps, s'il y a un problème technique lié au bâtiment, je m'en occupe. Ouais. Tous les problèmes techniques, on a vu, même. On a galéré avant le début du stream, et c'est vrai que t'es arrivé en mode, écoutez, j'ai un jack de 2 mètres de long, ça intéresse quelqu'un, attends, on va tenter. C'est pour ça, il faut toujours essayer. Le problème de moi au final, mais bon. Moi, j'aime pas laisser les problèmes passer. Quand tu as un problème, il faut toujours avoir une solution, il faut essayer. Si ça marche pas, l'autre, peut-être ça va marcher. Ouais, mais clairement, puis t'as raison, il fallait tester, et puis voir ce qui fonctionne, quoi. C'est un testant, tu as une nouvelle idée. Mais grave en plus, mais carrément. C'est ça. Merci. Bien joué. C'est comme ça. Parfait. Et écoute, on est bien, on a fait le tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, préciser quelque chose? Je vous dis grand merci d'avoir me permettre de m'exprimer sur votre antenne. Et voilà. Merci aux internautes qui nous suivent. Voilà aussi. Désolé d'avoir pris votre temps, les gars. En tout cas, grand merci à toi, puis même grand merci à vous trois, du coup, d'être venus, d'avoir justement pris du temps sur votre journée, parce que là, on est sur votre lieu de travail, en fait, on est en train de vous prendre du temps, quoi. Donc, merci bien, et c'était carrément cool. On va pouvoir partir en raid chez les chatons pacifistes. Tout à fait. Je explique un peu aux gens le programme. Alors, effectivement, du coup, merci d'avoir suivi l'émission. On était donc là pour discuter un petit peu de la question de la migration pour l'association, en fait, pour un débat apaisé autour de la migration, qui est l'association qui organise aujourd'hui l'opération Chaton Pacifiste. Et nous allons faire un raid sur la chaîne du même nom, où ils sont justement, en plus là, je crois qu'ils vont pas tarder à commencer, donc on est impeccable dans le timing, à démarrer justement avec des discussions avec des experts directement en plateau. Je crois que ça va être dans 5-10 minutes. Et du coup, on va raider la chaîne pour que vous puissiez voir la suite du programme.